être développé. Alors, juste deux, trois choses. Bon, donc c'est le dernier séminaire de cette année. Il y a bien sûr un séminaire Babel l'année prochaine. Nous sommes un petit peu en retard dans l'établissement du programme. Nous attendons que les intervenants prestigieux que nous avons sollicités nous répondent, qu'ils puissent accorder leurs agendas aux nôtres. Il y a un très joli programme que vous pourrez recevoir si vous avez pris la précaution de donner, et il n'est jamais trop tard, votre adresse email à Corinne Duguay-Lebigre qui officie à l'entrée. Vous recevrez ce programme détaillé. Ça, c'est la première information. La deuxième information, un certain nombre de nos collègues qui ont pu intervenir à Babel ont des activités connexes, puisqu'ils continuent à travailler sur la question de la créativité, de l'art, de l'articulation entre psychanalyse et littérature. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, ceux qui ont écouté Christophe Paradas, mais les autres aussi, peuvent aller le samedi 23 juin 2012 à 18h à la librairie Lipsy pour l'écouter parler de son livre « Les mystères de l'art, esthétique et psychanalyse » chez Odile Jacob, qui vient donc de sortir. Christophe Paradas, « Les mystères de l'art, esthétique et psychanalyse » à la librairie Lipsy le samedi 23 juin 2012 à 18h. D'autres qui ont écouté et complimenté Silke Schauder peuvent aller l'écouter, elle et beaucoup d'autres, dans le cadre du séminaire Traumatisme, handicap et créativité à l'Université Paris 7, la séance du mardi 5 juin 2012 à 19h30, 26 rue du Paradis, le bien nommé, Créer et détruire la mer du ressort traumatique de l'écriture chez Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, Silke Schauder, Université Paris 7, séminaire Traumatisme, handicap, créativité, le 5 juin. Voilà pour les informations. Je passe la parole à Denis Bochereau, que vous connaissez aussi, qui est intervenu à Babel, en particulier une séance mémorable autour de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. D'ailleurs, les actes de cette intervention sont dans un des livres Babel, un des 4 livres Babel qui collige l'ensemble des interventions, ce livre étant introuvable. Vous ne pourrez pas trouver donc ces actes, mais ça me permet de vous dire que sont en préparation Alors, il y a 4 livres qui recensent les interventions de Babel, 3 livres qui ont été édités chez EDK et 2 autres dans la série Confrontation psychiatrique. Ça fait 5 livres Babel, et probablement dans l'année prochaine ou dans 2 ans, il y aura encore une recension des grandes interventions de Babel. Denis Bochereau, qui est psychiatre, qui travaille à l'Institut mutualiste Montsouris, entre autres, un petit peu aussi à Claude Bernard, mais surtout à l'Institut mutualiste Montsouris, qui s'occupe tout spécialement d'adolescents et aussi de périodes de latence, et qui va présenter et discuter Sylvain Missoni. Merci Maurice. Alors, on va essayer de se faire un temps. Merci Maurice, merci à tous d'être là. Merci bien sûr à M. Missonnier. Donc je vais vous le présenter très très rapidement. Je crois pour moi la chose la plus importante, puisque étant pédopsychiatre, oui, vas-y. On est toujours heureux d'entendre des collègues, surtout quand ils apportent quelque chose dans un domaine qui pour nous est quand même tout à fait original et nouveau, en l'occurrence tout ce qui tourne autour de la vie fœtale et de ce qu'il appelle le premier chapitre. Alors Sylvain Missonnier est psychologue, psychanalyste, il est professeur d'université à Paris-Descartes. Il a laissé un certain nombre de traces sur Internet, ce qui m'a permis de lire des choses qui sont peut-être un peu indiscrètes. Il a écrit des choses intéressantes sur les rapports entre les psychiatres et les psychologues, que j'ai trouvé assez à la fois pertinentes et impertinentes. Et alors, entre autres choses comme ça qui révèlent, c'est que, je me permets d'emblée, vous voyez, on est entre amis, d'en parler, c'est qu'il a commencé en voulant être jazzman. Et je crois que ça, déjà, ça,
quelqu'un qui a voulu être jazzman, je crois que tout le reste lui sera pardonné. Voilà. Sinon, pour être quand même plus sérieux, donc, il a écrit un certain nombre d'ouvrages, je ne vais pas vous les citer tous, il y en a 4 que je pense à retenir. Un qui date de 2003 sur la consultation thérapeutique périnatale, mais donc une de ses originalités, c'est de soutenir l'intérêt de faire des consultations en prénatal et d'aider les futurs parents, ou même à la limite tout le monde, à réfléchir à tout ce qui peut s'être passé comme ça dans cet univers utérin, qui est peut-être un des derniers lieux, entre guillemets, protégés. Peut-être c'est un monde perdu aussi pour faire l'association avec Sherlock Holmes ou avec Conan Doyle. En tout cas, donc la consultation thérapeutique périnatale. Un deuxième qu'il a coécrit avec Michel Stora et Serge Tisseron en 2006, L'enfant au risque du virtuel. Alors là, il y aurait peut-être des débats, mais ce n'est pas le lieu ce soir, sur les dégâts que peuvent occasionner quand même les jeux vidéo et toutes ces merveilleuses machines, mais qui ont quand même beaucoup de travers. Un livre beaucoup plus récent, d'une certaine manière, très axé sur la question, encore une fois, de la parentalité ultra précoce, donc qu'il a écrit seul, qui s'appelle Devenir parent en être humain, la diagonale du virtuel, puisqu'il a un concept dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle la relation d'objet virtuel, peut-être qu'il nous en parlera à travers Sherlock Holmes. Et un dernier ouvrage de 2011 avec un nommé Cesbron, rien à voir avec Gilbert, je suppose, donc qui s'appelle 9 mois pour devenir parent. Toujours cette idée, je pense, très très intéressante d'essayer comme ça de retraverser ensemble ces mois qui m'ont fait penser, d'ailleurs, je ne sais pas si dans la salle quelqu'un pourrait nous indiquer, est-ce que quelqu'un aurait eu l'idée de faire un roman comme ça sur les 24 dernières heures avant la naissance. Enfin, évidemment, il y a Woody Allen, mais c'était dans un autre style, et les 24 premières heures en les détaillant de manière comme ça ultra précise. Ce serait intéressant. Voilà, je vous passe la parole et puis au plaisir de discuter. François Veillergans, Ma vie de bébé ou un truc comme ça. C'est ça. Chez Folio. C'est ça. C'est les dernières heures. C'est pas loin en tout cas, c'est juste avant de sortir. François Veillergans. Oui, mais oui, mais oui. Ça a été écrit. Bon, oui, j'ai quelques diapos. Je vais mettre là. Bon, merci infiniment Maurice, merci Denis Bochereau pour votre accueil. C'est vrai, Denis Bochereau, que vous avez sacrément bien résumé l'affaire. D'accord, parce que c'est troublant, c'est à la fois du 3e millénaire et du coup on ne sait pas très bien si ça marche ou pas, mais manifestement oui, si j'en crois vos têtes. Ok. Bon, il ne va pas être beaucoup question de vie prénatale et de relations d'objets virtuels en vitrine. Mais je pense que dans la discussion, si tout se passe bien, on ira du côté de l'aquarium parento-fétal, sans doute, hein, et notamment parce que, vous allez voir, il va être de façon très insistante question du double, hein, avec évidemment un Sherlock Holmes qui est tout à fait indissociable de son précieux fidèle Watson. Alors Sherlock Holmes est un véritable mythe séculier. Je pars vraiment sur cette fondation-là. Sa célébrité à travers le monde et différentes cultures est exceptionnelle et elle impose d'emblée le constat d'une efficience de son auteur, l'Écossais Sir Arthur Conan Doyle, à faire preuve pour bâtir sa fiction détective d'une grande compétence de faiseur de mythes, de fabricant de mythes. Chez les écrivains, on peut facilement en effet distinguer ceux qui ont recours à des personnages mythiques existants, Électre, Oedipe, Faust, Don Juan, dont ils perpétuent l'aura, et ceux qui donnent véritablement naissance à une nouvelle figure matricielle, Don Quichotte, Robinson Crusoe, Frankenstein, etc. Conan Doyle est de cette dernière catégorie des auteurs qui proposent une distribution originale d'éléments constitutifs princeps. Et on peut parler, pour jargonner un peu, d'un véritable talent mytho-poétique. Des mytho-poios, des faiseurs de mythes tels Hésiode et Homère, que Socrate dans la République souhaite surveiller de très près
pour distinguer leurs bonnes fables propices à l'éducation des enfants et les mauvaises. Les mythopoios, il faut les avoir à l'œil si on s'occupe d'idéologie. Entendons-nous bien, ces faiseurs de mythes ne sont pas des inventeurs ex nihilo, vous le savez bien. Doyle avait bien lu les aventures de Dupin, d'Edgar Poe et de Lecoq de Émile Gaboriau. Mais au-delà de ces sources d'inspiration de proximité, l'ambitieux objectif littéraire de la création d'un personnage mythologique séculier impose qu'il soit constitué d'éléments anthropologiques historiquement et socialement transversaux et nécessairement déjà là dans le tissu social et culturel subjectif. Alors Lévi-Strauss a souligné à ce sujet la proximité entre le savoir-faire du bricoleur, de techniques innovantes, d'outils notamment, qui tirent parti des matériaux qu'il y a autour de lui, et des bricoleurs de mythes qui puisent dans les mythèmes disponibles ces composantes unitaires fondamentales dont j'explorerai tout à l'heure quelques figures de proue chez Sherlock Holmes. C'est donc bien la réussite dans le choix, la distribution et l'harmonisation de ces ingrédients que se cristallise la malléabilité symbolique qui donne au personnage mythologique sa résonance chez de nombreux lecteurs qui peuvent alors s'approprier l'histoire de la poursuite et de l'histoire et qui peuvent la poursuivre à leur propre compte. Alors, dans cette mouvance, Sherlock Holmes aujourd'hui ne se limite donc nullement à ce qu'il en est de ce que Doyle en a fait. Alors, on peut prendre pour premier exemple le fameux « élémentaire, mon cher Watson », qui est une formule jamais écrite par Conan Doyle, mais apparue dans une adaptation du premier film parlant consacré à Sherlock Holmes, Le Retour de Sherlock Holmes. Il en est de même de la fameuse casquette, cette fameuse Deer Stalker, qui n'est pas du tout décrite par Doyle, mais immortalisée à l'initiative de Sidney Paget, un célèbre illustrateur des aventures de Sherlock Holmes en 1890 dans le Strand Magazine, qui est le journal qui le premier a publié Sherlock Holmes. Avec son aura mythologique, le Sherlock Holmes de Doyle se joue donc de la limite entre réalité événementielle et fiction pour s'installer solidement dans la surréalité psychique individuelle et collective. Plus encore, objet culturel migrateur, selon l'heureuse expression de Umberto Eco, Sherlock Holmes traverse les frontières. Les Allemands ont inventé le verbe Sherlockieren pour signifier déduire, retrouver la trace. Et dans les pays latino-américains, on emploie le terme de Sherlockholmitos pour donner à entendre de brillantes séquences déductives. Les preuves concrètes du succès mythologique de cette fiction détective sont illustrées de mille et une autres manières. Alors, il y a par exemple un musée à Londres que je ne vous recommande pas vraiment parce que c'est toujours assez décevant, ce genre de choses. C'est un peu poussiéreux, un peu réifié, un peu fétichiste. Mais ça existe. Bon, il y en a un autre à Lucens en Suisse, près des fameuses chutes de Reichenbach, où Moriarty, l'ennemi juré, et Sherlock Holmes tombe enlacé dans le dernier problème, on y reviendra. Il y a un nombre impressionnant de pastiches dès le vivant de Sherlock Holmes, et, si j'ose dire, et de Conan Doyle, et autres parodies littéraires, des pièces de théâtre, de très nombreux films, d'innombrables biographies, exégèses, dites dolmésologie. Ce sont des chercheurs qui vraiment travaillent sur Sherlock Holmes comme une fiction vivante, si vous en acceptez le paradoxe. Alors, enfin, il suffit de googliser Sherlock Holmes pour mesurer l'ampleur et la diversité du phénomène, et le site de la très active Société Sherlock Holmes de France en est un des fleurons francophones. Il y a vraiment de très bonnes choses, si vous vous intéressez à ça. C'est un site très, très prolixe. Dans cette surface traditionnelle d'une mythologie séculière oscillant entre plaisir de la fiction fantasmatique et rigueur du principe de réalité, l'épisode de la tentative de mise à mort par Doyle de son héros Sherlock Holmes et des réactions du public anglais représente un sommet. C'est toujours une grande surprise, me semble-t-il, pour les profanes de l'exégèse doylienne d'apprendre que Sir Arthur portait très peu d'estime littéraire à son héros Sherlock Holmes et préférait de beaucoup ses autres romans. Doyle affirme en 1900 « Mes plus basses œuvres, rejetées dans l'ombre, ce dont j'étais le plus fier ». Certes, le détective mythologique lui avait apporté notoriété et argent, qui manquait cruellement au jeune médecin désœuvré de ses débuts, mais Doyle mettait son ambition littéraire ailleurs.
C'est en effet dans ses romans historiques, sa véritable passion, qu'il mettait l'espoir d'une authentique reconnaissance de son talent. Or, ces ouvrages étaient au mieux des succès d'estime, mais de toute façon une source de déception, car il ne réussissait pas à reléguer Sherlock Holmes au second plan de son œuvre. Grand connaisseur de l'histoire, Doyle écrit pourtant de très nombreux romans historiques, très nombreux. C'est impressionnant l'œuvre de cet homme-là. Ça se déroule tour à tour pendant l'épopée napoléonienne, au XVIIe et au XVIIIe siècle, au Moyen-Âge et à l'époque de l'Empire roman. Le roman de 1890, La Compagnie Blanche, et celui de 1906, Sir Nigel, sont emblématiques des romans médiévaux et du goût prononcé du catholique Doyle, du catholique d'Édimbourg Doyle, pour les valeurs de l'histoire chevaleresque, à laquelle il s'identifie profondément. Dans la tradition des récits de la Table ronde et de la légende du roi Arthur, le prénom de Doyle, ces deux romans relatent les exploits de Sir Nigel Loring, preux seigneur anglais qui guerroie pendant la guerre de Cent Ans en France et en Espagne avec Allen et Drickson, son fidèle écuyer, c'est la première figure du double que vous allez voir, qui se mariera avec sa propre fille à leur retour au pays à l'issue de bien d'épreuves et de péripéties. Bref, Doyle rêva en vain durant toute sa carrière de devenir un écrivain qui serait le second magicien du Nord, le premier étant bien sûr Walter Scott, père d'Ivanhoe, et véritable figure mythologique écossaise qui avait bercé toute son enfance catholique. Pour mettre un terme à ce que Doyle vivait comme une contradiction insupportable entre son désir farouche de s'inscrire dans cette filiation littéraire chevaleresque et le succès impromptu de ce détective rentable, il décide d'écrire une nouvelle où le héros succombe. En 1893, année du deuil de son père, on y reviendra, Doyle assassine donc sa créature Sherlock Holmes dans le numéro 36 du Strand Magazine où il publie Le Dernier Problème. Doyle se justifie, il qualifie sa production holmésienne écrite en 87 et 93, c'est-à-dire ses deux premiers romans, Une étude en rouge et Le signe des quatre, puis 22 nouvelles, comme son œuvre la plus faible. Et dans un courrier à un ami, il s'exprime sans détour au sujet de Sherlock Holmes. « Je ne pourrais le faire revivre au moins pour quelques années. J'ai une telle overdose de lui, comme d'un pâté de foie gras dont j'aurais trop mangé, que l'évocation même de son nom me donne encore la nausée. » On mesure alors l'ampleur de la célébrité des nouvelles de Sherlock Holmes publiées dans la grande presse en prenant connaissance des réactions du grand public. Doyle reçoit des tonnes de courriers le traitant de brute, d'assassin, de salopard. À l'instar du prince de Galles se rendant au Parlement, les membres de la respectable institution ornent le chapeau d'un signe de deuil comme une protestation. Et dans les semaines qui suivent, le Strand Magazine perd plus de 20 000 abonnés. Bon. Alors, vous êtes une majorité, je crois, de cliniciens ici. Alors, ce goût planétaire pour Sherlock Holmes ne dit pas grand-chose du pourquoi et du comment Sherlock Holmes est rentré dans ma vie, à moi. Et face à un public de cliniciens, j'aimerais livrer d'emblée quelques éléments clés de cette partition subjective avant d'aller plus avant dans mon propos. Je fais le pari qu'en percevant mieux ma propre disposition à l'égard des mythèmes constitutifs de Sherlock Holmes, vous verrez à l'œuvre plus aisément quelques leviers projectifs fondamentaux chez le lecteur de Sherlock Holmes et ultérieurement des voies de passage avec la clinique. Dans la tradition d'Edgar Poe, qui a eu donc une forte influence sur Conan Doyle, je dirais qu'il s'agit pour moi de vous lire quelques fragments de La Lettre volée, introuvable, car caricaturalement évidente. J'ai donc 11 ans. Je suis depuis quelques mois pensionnaire en 6e dans une école tenue par des jésuites en province. La vie est spartiate et contraste infiniment avec la douceur d'une vie confortable jusque-là en famille. La séparation a été éprouvante affectivement et source de plongée durable dans la dépressivité dont je ne connaissais jusqu'alors que quelques météores. Après la première rentrée de septembre, nous nous retrouvions la famille qu'à la Toussaint. C'est long, ça. Pendant l'année, les parents nous rendaient visite seulement l'après-midi du dimanche. C'est court, ça. J'en veux confusément à ma mère qui défendait la nécessité de cette mise à distance dans un pensionnat, qui avait socialement réussi à son propre frère, mon oncle, puis à mon frère aîné qui venait de finir ses études dans cet endroit. Mon courroux se porte aussi sur mon père. Pourquoi lui qui avait fait toutes ses études comme externe dans un lycée parisien, avait-il accepté ce modèle de pensionnat ?
La relation très étroite et chaleureuse avec mon grand-père paternel qui vivait à côté de chez nous me manquait particulièrement. Lui, ma sœur et moi avions pleuré le grand jour du départ. Dans cette pension, une fois par semaine, nous pouvions nous rendre à la bibliothèque. Cette fois-là, j'empruntais le livre qui contenait une étude en rouge et le signe des quatre. C'est ce livre-là, c'est cette couverture. Je l'ai retrouvé. Google, c'est formidable. Dès la couverture, la fascination fut immédiate. Et je garde le souvenir très vivace du plaisir inédit de cette lecture en comparaison de celle de l'enfance, mais aussi de l'impatience et de la nécessité de la poursuivre. S'impose aussi la réminiscence sensorielle de la présence rassurante du livre, véritablement de poche et dans la poche, et du rôle de talisman nomade que j'attribuais à cette découverte inédite. Alors pourquoi et comment? Eh bien aujourd'hui, après avoir relu à plusieurs reprises ces ouvrages, au décours de la vie et les avoir explorés plus méthodiquement, je reconstruis, déconstruis quelques décennies plus tard la compréhension fictive suivante de cette attraction autour de ces trois aphorismes. 1. Sherlock Holmes est indissociable de son compagnon Watson. L'isolation de Sherlock Holmes est un leurre défensif. Ils forment à mains égards une figure du double, et la compréhension de l'un comme de l'autre passe par la compréhension du lien intersubjectif complexe qui les unit. 2. Les qualités hors normes d'observation, de logique indicielle et de méthode du consulting détective, Sherlock Holmes, sont indissociables de la présence contenante, mais aussi rivale, de Watson, ainsi que de sa mise en récit. Et 3. Les 4 romans et 56 nouvelles du canon holmésien sont des récits du dénouement d'une crise, d'un humain, grâce à sa rencontre et son investissement de Sherlock Holmes et de son chroniqueur, qui vont initier une dynamique de transformation. Alors, pour les holmésologues présents dans cette salle, je sais parfaitement qu'il y a 4 nouvelles qui sont écrites en l'absence de Watson. Mais si on a le temps dans la discussion tout à l'heure, la présence de l'absence est radicale. Cette absence n'en montre que plus fortement encore ce qu'il en est de ce que je vais essayer de vous suggérer à l'égard de la nécessité de cette alliance. Pour l'enfant que j'étais, ces récits constituaient un étayage efficace face à mes angoisses de séparation et à la confrontation aiguë à l'ambivalence parentale. La cohésion externe de la dyade Sherlock Holmes, Watson, face aux nombreux périls des enquêtes, représentait une garantie de solidité de mes propres objets internes. Confronté à l'énigme de la crise de cette mise en pension et de ses multiples enjeux affectifs et sociaux, la force tranquille, c'est bien ça, la force tranquille de la fonction narrative de Watson à l'égard des enquêtes de Sherlock Holmes, confortait mes propres efforts d'observation, de compréhension et de mise en sens de cette petite révolution à mon échelle. La lecture de la fiction détective permet en effet de positionner dans une simultanéité rassurante le déroulement des événements dont Sherlock Holmes est le héros et leur mise en récit par Watson. La fiction tient au fait de l'évidence de cette narrativité, là où la clinique nous éclaire sur les 1001 scénarios de ce que Paul Ricoeur nomme l'impuissance à dire et les désastres du raconté. En pension, j'étais Sherlock Holmes. Les risques dépressifs et traumatiques consistaient pour moi à être privé de la réflexivité, de la narrativité d'autrefois, et je crois en particulier celle très développée avec mon grand-père, infatigable narrateur des tranchées de 14-18, le chemin des dames à Verdun, et si hospitalier en retour, je te raconte ma guerre, mais je t'écoute, je suis un paratonnerre délicieux pour accueillir tes premiers efforts de narrateur. Bref, face à cette rupture de la pension, la lecture de récits attestant de la fermeté de cette alliance entre Sherlock Holmes et son chroniqueur-narrateur Watson, fiable régisseur de sa fonction narrative, constitue un précieux antidote, et ce d'autant plus que cette tranquillité vient secondairement après l'évocation fondatrice de la crise de son absence. Il est essentiel, en effet, pour bien percevoir ce qu'il en est de la trajectoire globale de l'œuvre holmésienne de Doyle, de ne rien perdre du tout premier roman des aventures de Sherlock Holmes, Une étude en rouge, où le récit est au départ centré sur l'inquiétante précarité de Watson,
Watson, je dis bien, isolé dans la, je cite, jungle londonienne, sans famille et sans amis. De fait, Watson est un jeune ancien combattant. Il revient de la guerre d'Afghanistan où il a été affecté comme médecin militaire après une formation de chirurgien des armées. Il a été sévèrement blessé à l'épaule à la bataille de Maiwand et sauvé in extremis grâce à la fidélité de son fidèle ordonnance Murray. Encore un double. Pendant plusieurs mois, il reste entre la vie et la mort et rentre à Londres. La santé irrémédiablement fichue, mais l'humour intact. Je cite, « Je n'avais ni famille ni amis en Angleterre et j'étais par conséquent libre comme l'air, ou tout au moins aussi libre qu'un revenu de 11 shillings et 6 pence par jour peut permettre à un homme de l'être. » Dans ce contexte post-traumatique, d'anciens combattants, qui confine à la détresse initiale, le DZ, dirait le freudien laplanchien, Watson rencontre par hasard Stamford. C'est un aide-soignant qui a servi sous ses ordres et à qui il peut enfin, après la jungle, raconter ses malheurs et en particulier la nécessité pour lui de quitter une pension trop onéreuse et de trouver un appartement pas cher. Stamford lui propose alors de rencontrer Sherlock Holmes qui travaille au laboratoire de chimie de son hôpital et possède un grand appartement trop grand et trop cher pour lui. Il souligne d'emblée à Watson l'originalité de son statut en attisant chez Watson une curiosité véritablement réanimante. Peut-être, dit Stamford, que vous n'apprécierez pas de vivre constamment avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Oh, je n'ai pas dit qu'on pouvait lui reprocher quelque chose. Il a des idées un peu bizarres, il se passionne pour certaines branches de la science, mais pour ce que j'en sais, c'est plutôt un brave type. Un étudiant en médecine, sans doute. Non, je n'ai aucune idée de ce qu'il va en faire. Je le trouve assez calé en anatomie, et c'est un chimiste de premier ordre. Mais d'après ce que je sais, il n'a jamais suivi l'ensemble du programme de médecine. Ses études sont très décousues, excentriques, mais il a amassé un tas de connaissances peu ordinaires qui étonneraient ses professeurs. Vous ne lui avez jamais demandé ce qu'il comptait en faire? Non. Ce n'est pas un homme qui les ait de faire parler, bien qu'il puisse être assez expansif quand la fantaisie le prend. Au fond, vous savez, Holmes, c'est un peu trop scientifique à mon goût. Ça frise l'insensibilité. Au moment précis du premier contact, ce passage, parce que je le veux bien, et quand j'étais petit, parce que je le valais bien, au moment précis du premier contact visuel de Watson, Sherlock Holmes procède à des expériences de chimie et pousse un cri de joie. « Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé !» Certes, il s'agit d'un réactif qui n'est précipité que par l'hémoglobine, mais d'emblée la mèche est vendue. Sherlock Holmes est et sera désormais précipité par le réactif Watson. Mais, et alors là, clinicien, camarade, il y a un grand mais sur lequel il va falloir gloser. Il y a un mais. La mise en mots des affects de ce lien sera défensivement évitée par Sherlock Holmes et soigneusement effectuée par Watson. Bon, peut-être que dans la discussion, j'irai de ce côté-là, même s'il y a beaucoup à dire sur cette littérature, peut-être que l'alexithymie méritera d'être convoquée. Une fois installé dans son appartement, Watson, pour justifier sa fascination pour un Sherlock Holmes tour à tour plein d'énergie, développant avec Mastria sa science de la déduction, et broyant du noir, n'ouvrant pas la bouche pendant des jours. Et Watson dit une chose assez incroyable pour nous psychanalystes. Il dit, finalement, avant de rencontrer ce type incroyable, je cite, « Ma vie était alors sans objet. Et peu de choses retenaient mon attention. » Je le cite encore. « Dans ces conditions, c'est avec avidité que j'abordais le petit mystère qui entourait mon compagnon, et je consacrais la plus grande partie de mon temps à m'efforcer de le débrouiller. » Voilà formulé sans embâche combien ce besoin de savoir porte en germe pour Watson la promesse d'un lien source de dégagement de la dépression et de reconstruction post-traumatique. Le cadre des aventures du 221 bis Baker Street est ainsi posé sur les bases de cette rencontre fondatrice. Un jeune homme excentrique, non officiel, non conformiste, en regard de Scotland Yard, peut inventer la nouvelle profession de consultant en criminologie grâce à l'effet Watson, c'est-à-dire l'engagement d'un médecin jusqu'alors sans objet, déprimé, conduisant sur son colocataire une enquête psychologique dont ces récits témoigneront fidèlement. Et le dont ces récits témoigneront fidèlement n'est pas un détail, vous vous en doutez. Les récits des aventures réactualisent ce lien intersubjectif entre Sherlock Holmes et Watson en déplaçant le site de la crise.
elle n'est plus située dans leur solitude respective, mais dans le problème apporté par une personne qui vient de l'extérieur bénéficier de leur cadre partagé. Watson, consultant médecin, était esseulé, déprimé dans le chaos post-traumatique, mais bénéficiant d'une bonne liaison symbolique entre affect et représentation, dont sa narrativité témoigne. Et Sherlock Holmes, consultant détective, doué et prisonnier d'une hyper-intellectualisation défensive contre les affects de son monde interne, était totalement privé de réflexivité narrative. Leur association suspend leur détresse respective et leur permet d'accueillir celle des autres, celle des consultants qui font appel en vitrine à Sherlock Holmes, en vitrine, mais qui en fait viennent voir les deux, Sherlock Holmes et Watson. Chacune des enquêtes donnera lieu à une reprise externalisée de la séquence de cette rencontre initiale. Et dans cette dynamique, les psychanalystes holmésiens auront alors beau jeu de déceler dans leur cabinet des Watson invisibles mais bien présents que sont leurs propres analystes et superviseurs. Rétrospectivement, pour ma modeste part, je suis en mesure de constater après coup que j'ai, à travers des périodes de lecture des aventures de Sherlock Holmes, consulté le détective et son chroniqueur à des moments précis de crise de ma propre identité narrative. Les composantes essentielles de la première fois en pension se reproduiront, mutatis mutandis, à plusieurs reprises dans ma vie, ne se souvenant plus véritablement de ce que j'avais déjà lu, de ce que j'avais acheté. Eh bien, j'ai acheté, relu, racheté des ouvrages possédés, mais à chaque fois, il me semble que la résonance avec ces éléments reste constante dans des tonalités variables. Quels sont ces éléments qui dépassent largement ma petite personne et constituent des fragments du mythe séculier d'une figure donc bicéphale, Sherlock Holmes, Watson. Entre Sherlock Holmes et Watson, je distinguerai schématiquement, c'est schématique, hein, c'est-à-dire c'est un test projectif tout ça, donc je vous présente les résultats de mon test projectif Sherlock Holmes-Watson, mais sans prétention, c'est entre nous. Je ne fais pas de l'analyse littéraire psychanalytique, on s'entend bien. Entre Sherlock Holmes et Watson, je distinguerai 4 modalités métaphoriques de liens intersubjectifs qui se distribuent, chacune entre l'espace archaïque du double et celui plus différencié du dyadique. Dans les moments les plus régressifs archaïques, et pourquoi pas, on est sans doute du côté d'un double grand débutant, et dans les meilleurs moments, entre ces deux gaillards-là, on est sans doute direction l'altérité, et on est dans quelque chose dont on a bien pu, en tout cas chez les bébologues, mesurer la promesse à travers le dyadique, qui n'est jamais finalement éloigné du triadique. Alors, ces 4 figures sont les suivantes, et je vais passer quelque temps à essayer de vous les évoquer comme ça, pour que j'arrive à semer quelques représentations que vous aménagerez à votre façon dans votre esprit. Première figure, l'infance et l'adulte, personne secourable. Le bon vieux Nebenmensch, comme dirait l'autre. 2, le cadet et son frère aîné. 3, l'impétrant et le maître. 4, vous ne pouviez pas y échapper, ni moi non plus, l'analysant et son psychanalyste. En repensant à ça, en rêvant la nuit dernière, je me disais que tout ça, c'était bien compliqué. C'était la relation soignante, finalement. Alors, bien sûr, on est assez obsédé, on voit de l'analysant et du psychanalyste partout, mais il s'agit vraiment, dans l'esprit de cette relation, de cette situation anthropologique fondamentale dont je vais parler, transversalement, il s'agit de quelque chose qui a un rapport avec le noyau dur du soin. Alors, on y va. 1. L'infance et l'adulte. Watson peut être métaphoriquement un adulte suffisamment bon, empathique, dont le regard attentif et émerveillé rend possible et soutient l'observation de la logique indicielle de Sherlock Holmes. D'un Sherlock Holmes, donc, seul en présence de son Watson. Là où Sherlock Holmes est insensible, rationaliste, mégalomane, suffisant, fasciné, et finalement si proche de l'art du crime, on y reviendra, Watson, de son côté, est bonhomme, affecté, intuitif, négociateur, chaleureux et gardien de la vie. Le lecteur accède en douceur au récit des aventures dangereuses et à la personnalité corrosive de Sherlock Holmes, la machine à raisonner, c'est ce que Watson pense de lui, et il dit aussi un penseur froid et pragmatique. Et donc le lecteur se retrouve
face à cette personnalité extrêmement transgressive, à travers le filtre protecteur de la fonction garde du corps et de l'esprit de Watson, que Bion nomme chez la mère fonction alpha à l'égard de son bébé. Dans Le soldat blafard, il y aura une conférence à faire sur psychosomatique et le soldat blafard. Dans Le soldat blafard, Doyle précise une autre composante essentielle de cette intendance relationnelle. Un associé qui prévoit vos conclusions et le cours des événements est toujours dangereux. Mais celui pour lequel chaque développement est une perpétuelle surprise, et pour qui le futur est toujours un livre fermé, constitue en vérité un assistant idéal. Alors ça, si on veut bien accepter de se référer à notre mythologie psychanalytique, il me semble qu'il y a là deux figures parentales clivées. L'orthodoxie devrait me conduire à dire la mauvaise et la bonne mère. Mais comme la suite le montrera, il est important de laisser pleinement ouverte cette distinction au profit de la figure de la personne adulte secourable, le Nebenmensch, donc freudien de l'esquisse. Plongé dans le désarroi, le DZ initial, l'impuissance originelle, le nouveau-né accède à l'expérience de satisfaction avec l'action spécifique de l'être humain proche. Et je crois que dans ce cadre initial, on peut se risquer à dire que ce n'est pas la personne, mais la fonction qui importe, en tout cas dans un registre de survie. Alors, du côté du parent idéalisé, le parent donne l'illusion au bébé de créer l'objet qu'il désire, dirait Winnicott. Garante de son narcissisme, les parents sont ainsi les premiers doubles et à ce titre des spectres d'identité, constitués au commencement de sa seule libido narcissique projetée. Offrant cette sécurité, le double, figure intermédiaire entre l'infance et le non-soi, permet l'exploration objectale. En d'autres termes, le double parental Watson permet à Sherlock Holmes d'explorer le crime. Watson serait alors métaphoriquement le compagnon imaginaire, bienveillant de Sherlock Holmes, du parent idéal adoré. Et avec un parent si ajusté à la consolidation du narcissisme de son bébé, on est très près de nouveau du psychanalyste Bion, affirmant il faut en premier lieu que l'analyse s'impose d'une séance sur l'autre, une discipline positive, je cite Bion, consistant à renoncer à tout souvenir et à tout désir. C'est la perpétuelle disponibilité et la surprise. C'est là une sorte de position, me semble-t-il, totalement inversée par rapport à ce que décrit Jean Laplanche avec la situation anthropologique fondamentale, comme caractéristique de l'asymétrie de toute relation adulte-bébé. La séduction où l'adulte est porteur d'un inconscient sexuel face à un enfant qui n'a pas, lui, de montage sexuel génétique. À travers ce prisme de l'incontournable séduction anthropopathologique, Watson, assistant idéal, censé y échapper, apparaît décidément comme un parent véritablement parfait et idéalisé pour Sherlock Holmes. Alors maintenant, du côté du parent haï. Le double identique trouvé créé par l'apprenti sujet porte le confort narcissique de l'identique. Mais, on le sait, il porte aussi virtuellement en germe, inévitablement, l'altérité, la différenciation et donc, on l'a vu, la séduction. Et dans ces conditions, le double peut être certes un garde du narcissisme tout à fait efficace, mais tout autant, et il y a un je ne sais quoi, un presque rien, un cheveu entre les deux, tout autant un redoutable persécuteur. Tous les assassins et malfrats des aventures sont à ce titre pour Sherlock Holmes des doubles persécuteurs, pour lesquels sa profonde empathie est la base de sa capacité de simulation de leur action maléfique. Vous connaissez mes méthodes en pareil cas, Watson. Je me mets à la place de la personne et ayant au préalable jaugé son intelligence, j'essaie d'imaginer comment j'aurais moi-même agi dans des circonstances identiques. Plus spécifiquement, dans la filière freudienne de l'objet né dans la haine, Moriarty, le célèbre professeur de mathématiques, Napoléon du crime, en serait alors le compagnon imaginaire, persécuteur emblématique, une figure parentale haïe, mais ô combien séduisante. Sherlock Holmes dit « J'avais enfin rencontré un adversaire qui était mon égal sur le plan intellectuel. Mon horreur face à ses crimes se confondait avec mon admiration pour son talent. Mais surtout, à l'opposé de Watson, l'associé idéal pour qui tout venant de Sherlock Holmes est nouveauté, la proximité entre Sherlock Holmes et Moriarty est telle que ce qu'il fait est très précisément ce qu'il ferait lui-même. Sherlock Holmes peut prédire ce que Moriarty va faire de Moriarty. Sherlock Holmes peut prédire ce que Moriarty va faire et Moriarty peut prédire ce que Sherlock Holmes a engagé. Que va-t-il faire demande Watson à Sherlock Holmes dans le dernier problème. Ce que je ferai, répond ostensiblement Sherlock Holmes. Alors,
Les possibles scénarios sont alors les suivants pour Sherlock Holmes. Je vous en propose 3. On pourrait l'écrire si on avait un tableau sous forme peut-être d'équation. Sherlock Holmes plus Moriarty, ou toute autre lutte contre les forces du mal et de la destruction, en présence de Watson. C'est très important, vous l'avez compris. Eh bien, c'est égal à Sherlock Holmes est un détective vivant. Double positif et maléfique sont liés, et je crois que la sublimation est possible au prix, c'est le refrain, au prix de la lexitimie. Deuxième équation, Sherlock Holmes moins Moriarty, ou toute autre lutte contre les forces du mal et de la destruction, en présence de Watson égale un Sherlock Holmes mélancolique, toxicomane, double positif et maléfique sont clivés, et la sublimation est muselée. Troisième équation, Sherlock Holmes plus Moriarty en l'absence de Watson égale un Sherlock Holmes et un Moriarty qui meurent enlacés à la fin du dernier problème. Double positif et maléfique sont là clivés, mais Sherlock Holmes en meurt. Alors l'engagement dans l'action des enquêtes racontées par Watson est à minima antidépresseur et finalement source de survie. Formulé par Watson, cela donne ce tableau. Les explosions d'énergie passionnée de Holmes, qui lui permettaient de réussir les exploits remarquables auxquels son nom restera attaché, étaient suivies de réactions léthargiques pendant lesquelles il s'allongeait n'importe où avec son violon et ses livres, ne remuait qu'à peine, consentait tout juste à venir s'asseoir à table. Et du point de vue de Sherlock Holmes lui-même, il dit « Mon esprit est rebelle à toute inaction. Fournissez-moi des problèmes, donnez-moi du travail, soumettez-moi le plus obscur des cryptogrammes ou la plus complexe des analyses. Et là, je suis dans mon élément. Je peux alors me passer des stimulants artificiels. Mais j'abhorre la morne routine de l'existence. J'ai un besoin impérieux d'excitation mentale. C'est pour cela que j'ai choisi cette profession bien particulière, ou plutôt que je l'ai créée, car je suis le seul au monde. » Alors, Meryl Pink, qui est une thésarde en littérature, qui a fait une jolie thèse sur le texte doylien, commente. Et elle dit des choses qui me semblent vraiment tout à fait pertinentes. Holmes, lorsque ses facultés logiques ne sont pas mobilisées, est un personnage profondément asthénique, en proie à la plus noire des dépressions. L'obsession de la tombe est manifeste dans ce mélange d'accablement, de pessimisme et de désespoir qui le caractérise à ces moments, aussi bien est-il toujours hanté par la mort en lui-même et à l'extérieur de lui-même. Il semble appeler le crime, à défaut de le susciter, et s'arrange toujours pour mener l'enquête. Ni victime ni coupable, son exubérance naît alors de ce qu'il devient une sorte d'intermédiaire, transitant de l'un à l'autre statut. Lorsque l'inaction prend le pas sur l'action, probablement effectue-t-il un trajet identique, mais intime cette fois, entre la victime qu'il peut se sentir être ou le criminel qu'il désire parfois incarner. En recherchant inlassablement les causes premières du mal, il est contraint d'embrasser les deux individualités pour découvrir, ou plutôt redécouvrir, la brute que chacun porte en soi. Dans cette fin du XIXe siècle de décadentisme victorien, le dandy Sherlock Holmes s'inscrit dans cette exploration transgressive des forces obscures en soi, qui constitue l'envers de la tendance victorienne, de la tendance victorienne à l'hypocrisie sociale. L'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde, la nouvelle publiée par Robert Louis Stevenson en janvier 86, en constitue une version radicale, où les forces du mal et du bien alternent chez le même homme, tout en maintenant une ligne de clivage étanche, moralement et socialement correcte entre les doubles. On est soit méchant, soit gentil. Il me semble que chez Sherlock Holmes, cette exploration des forces de destruction se déroule de manière moins spectaculaire, mais finalement, de façon plus proche de la réalité psychique. Les doubles positifs, Watson et maléfiques, Moriarty, sont soit liés, grâce à la fonction de liaison des enquêtes, source de sublimation et de récit par procuration, soit déliés, en l'absence d'enquête, source de mélancolie, sinon de mort, si l'agent de liaison narratif Watson est absent. La radicalité de la détresse du héros de la nouvelle de Stevenson et la chronologie de sa déchéance tiennent au fait qu'il est, je pense, désespérément seul, désespérément privé de l'effet Watson. Alors, maintenant,
Allons du côté du deuxième mythème, le cadet et son frère aîné. Watson peut aussi quitter métaphoriquement la passion amoureuse de la préoccupation watsonienne primaire pour le registre d'un frère aîné conflictuel dans une rivalité farouche à l'égard du brillant puits-né, source d'émerveillement. Ponctuellement, Watson se rebelle et vient rompre ce registre trop monotone d'un amour sans faille de Sherlock Holmes. Et on le sait depuis le Freud des théories sexuelles infantiles, la rivalité fraternelle est un excellent stimulant de ce que Freud nomme la pulsion de recherche, de réponse à l'enquête fondamentale. Mais d'où viennent donc les enfants? Alors le début du troisième roman, Le chien de Baskerville, est exemplaire à cet égard. Sherlock Holmes s'adresse à Watson qui vient de s'essayer à appliquer la méthode déductive. Et quand en général il le fait, vous allez voir, il se fait vraiment charrier par Sherlock Holmes qui le snobe. Peut-être n'êtes-vous pas une véritable lumière, dit Sherlock Holmes, mais vous avez le don de la transmettre. Certains, bien que sans génie propre, possèdent une remarquable capacité à le stimuler. J'avoue, mon cher ami, que je vous dois énormément. Et puis, juste quelques instants plus tard, alors qu'on sent que Watson commence à s'enorgueillir, enfin, quand je disais que vous me stimuliez, je voulais dire, pour être franc, qu'en relevant vos erreurs, j'étais parfois conduit vers la vérité. Doyle, seul fils de sa fratrie de 9 filles, a doté Sherlock Holmes d'un frère aîné, Mycroft. Défini comme un être omniscient dont les facultés de déduction surpassent celles de l'illustre détective, Mycroft occupe un poste important mais mystérieux au sein du gouvernement britannique. D'une nature indolente, il passe l'essentiel de ses journées au club Diogène, un gentleman club de Pall Mall dont il est le cofondateur. Autrement dit, un rival redoutable, plus performant encore intellectuellement, tout en étant sans dépendance compulsive d'action. Il peut être indolent, cet homme-là, il peut être calmement dans un bon fauteuil dans son club. Alors maintenant, une troisième figure, l'impétrant et le maître. Sherlock Holmes et Watson, deux cliniciens à l'épreuve des énigmes. Dans l'inépuisable complexité du lien entre Sherlock Holmes et Watson, il y a un autre élément qui mérite attention dans un registre à la fois, je crois, générationnel et épistémologique. Reflétant les débats scientifiques de l'époque, Watson représentait en effet le médecin formé à l'hôpital, au chevet du patient, et Sherlock Holmes, le médecin de laboratoire. De fait, Watson se positionne lors des enquêtes comme un médecin généraliste humaniste. Il tente d'apporter une véritable compétence à ce sujet. Et en contraste, Sherlock Holmes n'a de paix et de cesse que de venir bousculer l'orthodoxie de son art. Il se positionne en permanence comme un consultant iconoclaste en rivalité avec le consultant médecin orthodoxe. Son rapport à la médecine de Watson est comparable à celui qu'il entretient avec le conformisme des policiers de Scotland Yard. Les informations recueillies par cette police orthodoxe sont a priori écartées par Sherlock Holmes comme erronées, car victimes de l'évidence. Il dit « il n'y a rien de plus trompeur qu'un fait évident » et source de théories hâtives. C'est une erreur capitale, dit-il, que d'échafauder une théorie avant d'avoir tous les éléments. Alors, chez les nombreux commentateurs, on a d'abord vu dans cette conflictualité entre la science du détective et celle d'une médecine ou d'une police orthodoxe la trace des grands maîtres de l'université de médecine de Conan Doyle, dont le talent s'opposait à l'obscurantisme de l'orthodoxie. Alors il y a toute une ribambelle de professeurs, Rutherford, Thomson, le chirurgien Patrick Héron, un dénommé Watson, un toxicologue, mais surtout, c'est celui qui revient avec le plus d'insistance dans tous les travaux des historiens et des exégèses, il y a le fameux Joseph Bell, l'un des grands professeurs humanistes de l'histoire de la médecine écossaise, qui va inspirer beaucoup Doyle pour construire Sherlock Holmes. C'est un homme grand, à la silhouette imposante au profil aquilin, disposant d'un œil perçant, poète à ses heures, amateur de boxe, de cricket et de football, féru de graphologie, passionné par l'étude des dialectes, amoureux de la nature, et il a développé un sens de l'observation de l'humain qui préfigure la médecine moderne, mais aussi la police scientifique. Sa devise, observer soigneusement, déduisez astucieusement et confirmez avec des preuves, pourrait être précisément aussi celle de Sherlock Holmes. Alors Conan Doyle sera l'assistant de Joe Bell,
avec une fonction très précise: recevoir les nouveaux patients, en synthétiser les symptômes sur une fiche, puis les introduire dans l'amphithéâtre nommé l'amphithéâtre des surprises. Le professeur Bell est fameux pour ses déductions tirées de l'observation immédiate, physionomie, posture, accent, cicatrices, callosité, tatouage, bijoux, qui lui permettent d'affirmer tour à tour le métier du patient, son lieu d'habitation, le motif de consultation, etc. Et il donne l'impression aux patients et aux étudiants médusés d'être un véritable devin. Il a aussi un art consommé de l'interrogatoire médical, qui permet d'entendre aux cliniciens un certain nombre de choses que les profanes ne perçoivent pas. Observation visuelle et écoute permettent donc à Bell de percevoir des éléments cruciaux. Alors, on a vu aussi dans cette conflictualité entre la science du détective et celle d'une médecine ou d'une police orthodoxe, le reflet du parcours d'Arthur Conan Doyle se situant à la charnière entre une médecine généraliste et une médecine de spécialiste. Donc Doyle est d'abord médecin généraliste, même s'il a une formation de chirurgien, et il devient un peu plus tard ophtalmologiste en allant se former à Vienne, d'ailleurs, où il aurait pu croiser Freud, mais ça ne s'est pas fait du tout. Mais plus largement, cette tension entre les deux personnages traduit certainement le conflit chez Doyle entre sa fidélité à une médecine anatomoclinique, à son firmament à l'hôpital, et une médecine nouvelle de laboratoire. Donc cette dernière, on le sait, la période bruiste de ses découvertes repose sur la bactériologie, la physiologie, qui allait révolutionner les pratiques en s'intéressant aux micro-organismes et à l'intérieur du corps, tous deux non immédiatement visibles et seulement révélés à travers une méthode et des techniques très spécifiques. Sherlock Holmes dépasse l'observation du visible du médecin anatomoclinique, Watson, au profit de traces sans corrélation anatomique. La médecine, vous le savez, se centre désormais sur ce qui échappe à la perception immédiate, et les rayons X de l'imagerie médicale, mais aussi la psychanalyse, vont justement se centrer désormais sur cet invisible. Et Sherlock Holmes, au bout du compte, il applique à l'enquête policière cette nouvelle centration sur des objets invisibles. Doyle fait sa thèse sur le tabès dorsal spasmodique, qui répond précisément à cette caractéristique due au moment où l'Europe médicale s'émerveille des travaux du célèbre Charcot sur l'hystérie, mais aussi justement sur les maladies neurologiques comme le tabès, dont on sait que Doyle avait pris connaissance dans des revues médicales, et on sait aussi qu'il avait lu les fameuses leçons sur les maladies du système nerveux, publiées en 1885. Alors cette opposition épistémologique entre une médecine banale contre une médecine géniale est opportune, mais elle mérite quand même d'être prolongée par une autre opposition en ces temps de débat sur le DSM entre une médecine positiviste à l'affût de généralisation statistique et une médecine humaniste du cas particulier. Dans la description rationaliste de Sherlock Holmes, infailliblement géniale dans ses déductions, on pourrait craindre en effet l'éloge d'une médecine positiviste. Et Watson ne se prive pas de lui dire « Mais vous êtes vraiment un automate, une machine à calculer. Il y a par moments quelque chose de véritablement inhumain en vous. » Mais regardez de plus près, c'est en tout cas mon sentiment, mon opinion, toutes les enquêtes de Sherlock Holmes sont un éloge clinique de l'étude de cas. La méthode d'investigation de Sherlock Holmes est résolument clinique. La théorie se tait ou s'évanouit au lit des malades pour céder la place à l'observation et à l'expérience, disait Corvisart, le médecin de Napoléon, et Charcot écrit dans ses fameuses leçons. On peut dire que la tâche du nosographe et celle du clinicien sont très différentes. Le premier, le nosographe, s'attache principalement au tableau abstrait des maladies. Il néglige à dessein ou relègue volontairement au second plan les anomalies, les déviations du type. Le clinicien, au contraire, vit plus spécialement des cas individuels qui, presque toujours, s'offrent avec des particularités s'éloignant plus ou moins du type vulgaire. Il ne saurait négliger les cas exceptionnels anormaux, car c'est justement en leur présence que sa sagacité trouve principalement l'occasion de s'exercer. Eh bien, ces propos sont très proches de ceux de Holmes, qui, tout au long des œuvres du canon, va déclarer en écho, via le médecin Doyle, toute forme de vie est ainsi une longue chaîne dont la nature se révèle à partir d'un seul de ses maillons. Ailleurs, je me fais une règle de n'avoir aucun préjugé et de suivre docilement la voie que m'ouvrent les faits singuliers pour chaque personne. Encore, les détails constituent pour un observateur l'essence vitale de tout le problème. C'est l'individu qui porte ces détails. Alors, et puis probablement que peut-être on n'ira pas bien plus loin ce soir pour
pour donner la place à l'essentiel, c'est-à-dire à l'échange. Je ne sais pas quelle est la coutume. Je me posais la question. Maurice, il n'y a pas de coutume. Bon, donc quand vous avez l'impression que je me transforme en l'assurance Tourix, vous me faites signe. Et puis on débat. Quatrième mi-thème, l'analysant et son psychanalyste. Ça, c'est John Bell, le fameux médecin. Ça, c'est le bouquin de Nicolas Meyer qui est formidable et qui donc imagine que la paranoïa de Sherlock Holmes, qui voit du Moriarty partout, mérite d'être soigné. Et donc son vieux copain Watson l'amène à Vienne pour quand même faire un petit brin d'analyse, parce que ça ne peut plus durer cette affaire. La convergence entre la méthode de la psychanalyse et celle de Sherlock Holmes est forte, et de nombreux auteurs, je pense à Patrick Avran, je pense à Dominique Meyer-Bolzinger, deux bons bouquins, y ont fait référence. Sherlock Holmes et psychanalyste aspirent finalement communément à faire émerger un autre récit, non dit, mais inscrit dans le premier, comme le contenu d'un temps du rêve, issu de son contenu manifeste, comme le récit final que Sherlock Holmes déduit de la première version de l'énigme. La grande communauté entre l'enquêteur, le psychanalyste et l'analysant, c'est ce que Sherlock Holmes décrit dans une étude en rouge. La plupart des gens, si vous leur décrivez une succession d'événements, vous diront quel en sera le résultat. Ils peuvent garder à l'esprit l'ensemble des faits et s'appuyer sur eux pour affirmer que telle chose va arriver. Mais rares sont ceux qui, si vous leur donnez un résultat, seront capables de reconstituer mentalement les étapes qui y ont abouti. C'est cette capacité-là que j'appelle raisonner à rebours, ou de manière analytique. Il dit vraiment ça, ou de manière analytique. J'appelle raisonner à rebours. Freud lui-même fait allusion avec dérision à cette méthodologie dans une lettre à Jung de juin 1909. Jung est alors aux prises avec sa patiente Sabina Spielrein, avec qui il a eu une liaison qu'il vient d'interrompre. Sabina Spielrein décide alors de rencontrer Freud à Vienne. Freud rencontre à Jung dans un deuxième courrier qu'il lui adresse en réponse à une lettre où elle lui livre le nom de Jung. Donc je cite Freud dans ce courrier à Jung. J'ai répondu à cela de manière extraordinairement sage et perspicace, en ayant l'air de deviner les faits à la Sherlock Holmes, d'après des faibles indices, ce qui devait naturellement réussir d'après vos informations, et je lui ai proposé un règlement plus digne, pour ainsi dire, endopsychique de l'affaire. Dans ce cas, Freud fait semblant à l'égard de Sabina Spielrein de ne pas être au courant de sa liaison avec Jung. Il l'enfarine, et de deviner rétrospectivement ce qui s'est passé à partir de ce qui est énoncé au présent. Ici, point de méthode déductive rétrospective, c'est une supercherie à vocation de feinte. On le sait, Freud court son ami et disciple élu, Jung. Plus significatif encore, cet extrait des Mémoires de l'homme au loup, dans lequel celui-ci discute des goûts littéraires de son thérapeute, Sergueï Konstantovitch Pankeïev écrit « Nous en vîmes un jour à parler de Conan Doyle et de son personnage Sherlock Holmes. Pour ma part, j'aurais pensé que Freud n'avait que faire de ce genre de littérature. Aussi fus-je très surpris de constater qu'il n'en était rien et qu'il l'avait lu très attentivement. Le fait qu'en psychanalyse, les preuves indirectes soient d'une grande utilité quand on reconstruit l'histoire d'une enfance peut sans doute expliquer l'intérêt de Freud. » Et c'est vrai que d'ailleurs ce goût pour la littérature d'investigation transparaît aussi, et enfin, dans ce passage des conférences introductives. Supposez que vous soyez un détective enquêtant sur un meurtre. Vous attendez-vous réellement à ce que le meurtrier ait laissé sa photographie avec son nom et son adresse sur des lieux du crime? Ne devrez-vous pas, au contraire, vous contenter de traces plus minces et moins certaines de la personne que vous cherchez? Alors, en complément et au-delà de cette mitoyenneté entre roman policier et cure psychanalytique, je voudrais surtout pointer ici, et vous l'avez pressenti, un autre aspect plus original en continuité avec les figures du double. Watson est métaphoriquement l'analyste
du Sherlock Holmes prisonnier de l'intellectualisation, de la rationalisation, de la répression des affects, de l'évitement du monde interne au profit d'une exclusive extériorisation des conflits et d'une militance alexithymie. Tout au long de ses aventures, Sherlock Holmes soulignera sa dette à l'égard de son chroniqueur-narrateur. Un camarade loyal est toujours utile, et un chroniqueur plus encore. Mais c'est sans doute la formule de Sherlock Holmes « Je suis perdu sans mon Boswell » qui reste la plus narcissiquement emblématique. De fait, James Boswell a écrit une monumentale biographie de Samuel Johnson, 1709-1784, l'écrivain le plus célèbre du XVIIIe siècle anglais. Et cet ouvrage de Boswell, c'est comme ça que c'est dit par les historiens, a finalement consolidé et peut-être assis véritablement l'aura de ce grand auteur, comme si le biographe avait le pouvoir de véritablement lancer pour les générations d'avenir la célébrité d'un auteur. Le biographe est une figure convaincante du compagnon imaginaire, délicieusement narcissique de l'écrivain. Pourtant, c'est le plus souvent avec une dérision défensive que Sherlock Holmes formule bien sûr son attachement à Watson, comme on l'a vu avec la rivalité fraternelle au début du Chien de Baskerville. Alors cet effet Watson est aussi indissociable de sa capacité à être à la fois attentif et silencieux. Le modèle prototypique est formulé ainsi dans L'homme qui avait la lèvre tordue. C'est Sherlock Holmes qui s'adresse à Watson. Vous avez, Watson, un don immense pour le silence. Cela fait de vous un compagnon inestimable. Ma parole, c'est une excellente chose pour moi d'avoir quelqu'un à qui parler. Et quelques lignes plus tard, maintenant, je vais vous exposer le cas avec clarté et concision, Watson. Et peut-être verrez-vous, enfin, peut-être verrai-je une étincelle là où tout n'est que ténèbres pour moi. Alors finalement, les récits des aventures de Sherlock Holmes offrent au lecteur une grande multiplicité de possibilités identificatoires. Classiquement, on a pu dire que le lecteur peut s'imaginer en lecteur génial, à l'instar de Sherlock Holmes, ou bien en lecteur ordinaire, comme Watson, un peu bené. Au-delà de ce découpage simpliste, en posant Sherlock Holmes et Watson comme les polarités d'un lien intersubjectif axial dans l'œuvre, le lecteur peut s'identifier aux 1001 équilibres possibles entre Sherlock Holmes et Watson, me semble-t-il. Je viens d'en décrire 4 modalités électives, l'infant et l'adulte, le puiné et son frère aîné, l'impétrant et son maître, l'analysant et son psychanalyste. Ces formes de liens sont toutes saturées des commémorations de la détresse initiale de l'impuissance à dire de l'infance et celle traumatique de l'infance dans l'adolescent, puis l'adulte, puis le sujet âgé. Ce sont des variantes de l'asymétrie de la situation anthropologique fondamentale, où l'adulte séduit le petit enfant avec des messages énigmatiques qui vont stimuler sa vocation détective et sa pulsion de recherche à travers les théories sexuelles infantiles. Mais ce qui est singulier dans la proposition de Doyle, c'est la grande largeur du spectre identificatoire aux liens intersubjectifs qu'il propose, des plus archaïques des théories sexuelles infantiles aux plus oedipiens sublimés. Un lecteur va pouvoir retrouver l'expérience de satisfaction première de l'infance dans la dépendance primitive absolue, organisée selon un plaisir homosexuel primaire en double, dirait le Lyonnais Roussillon, à l'origine des capacités réflexives du sujet et de sa tolérance aux conditions de dépendance première. Et un autre lecteur rentrera en résonance avec les déplacements oedipiens opérés dans les conflits fraternels. Un troisième, tel le pionnier en conflit avec la pesanteur de l'orthodoxie, y trouvera la confirmation de la légitimité de son originalité. Et un quatrième, tel l'analysant, y retrouvera tour à tour les multiples avatars de la genèse de la relation d'objet et de ses variations les plus primitives aux plus élaborées. Cette plasticité identificatoire est certainement une des composantes clés du succès de ce mythe. Alors, maintenant, peut-être vous dire un mot, mais je ne voudrais pas abuser de votre patience, se centrer quelques minutes sur une, j'allais dire vignette, une nouvelle. Et j'ai longuement hésité et j'ai choisi une affaire d'identité. Enfin, je pense que pour un certain nombre d'entre vous qui n'êtes pas nécessairement, et ce n'est pas un défaut, des grands spécialistes de la littérature doylienne, il me semble que c'est intéressant.
Ça date de 1891, c'est-à-dire qu'on est dans la première salve des nouvelles. Donc au début, Sherlock Holmes et Watson sont en train de deviser confortablement dans l'appartement du 221 B Baker Street. Sherlock Holmes vante les petites choses, qui sont de très loin les plus importantes dans les enquêtes, alors que les rapports de police, bien sûr, les ignorent. Sherlock Holmes s'occupe actuellement de 10 ou 12 enquêtes. Il tient au courant son copain, qui s'est marié entre-temps et qui revient le voir de temps en temps. Oui, j'en ai 10 ou 12 sur le feu en ce moment, mais il n'y en a vraiment aucune qui présente un intérêt. Observant négligemment les piétons par la fenêtre, l'attention de Sherlock Holmes se porte subitement sur une jeune femme. Et là, il dit « J'ai déjà vu ces symptômes » en jetant sa cigarette dans la cheminée. Les hésitations sur le trottoir indiquent toujours une affaire de cœur, en français dans le texte. Elle aimerait être conseillée, mais se demande si la question n'est pas trop délicate pour être communiquée. Sherlock Holmes observe une jeune femme coquette qui lance des coups d'œil hésitants et nerveux en direction de leur fenêtre, cependant que son corps oscille d'avant en arrière et que ses doigts jouent avec les boutons de ses gants. Tout à coup, elle s'élance en avant comme un nageur qui se jette à l'eau, traverse la rue en courant et la sonnette retentit avec force. Avant même que mademoiselle Sutherland ne commence à parler, le détective poursuit le travail d'observation engagé. Il la considéra, dit Watson, avec cette manière minutieuse et pourtant rêveuse qui n'appartenait qu'à lui. Alors je vous fais un peu la lecture. Ne trouvez-vous pas, dit-il, qu'avec votre myopie, il est épuisant de tant taper à la machine ? Au début, oui, répondit-elle, mais maintenant je sais où se trouvent les lettres sans regarder. Puis prenant, soudain conscience de la portée exacte de ses paroles, elle sursauta, et son bon gros visage exprima l'effroi et l'ahurissement. « Vous avez entendu parler de moi, monsieur Holmes » s'écria-t-elle, « ou sinon, comment pouvez-vous savoir tout cela ?»« Aucune importance, dit Holmes en riant. C'est mon métier de savoir les choses. Peut-être me suis-je entraîné à voir ce que les autres négligent. Sinon, pourquoi viendrez-vous me consulter ? Je suis venu vous voir, monsieur, parce que j'ai entendu parler de vous par madame Ezreich, dont vous avez si facilement retrouvé le mari que la police et tout le monde donnaient pour mort, etc., etc. Alors, il est certain que l'affaire est corsée. Mademoiselle Marie Sutherland a perdu son fiancé, Osmer Angel. Elle l'a rencontré au bal des employés du gaz, où elle est allée alors que son beau-père était parti en voyage d'affaires. Monsieur Windibank, son beau-père, donc, refuse toute sortie à sa belle-fille, et il a fallu qu'il soit absent pour transgresser son interdit. Et mademoiselle Sutherland a revu à plusieurs reprises son fiancé jusqu'au retour de son beau-père. Juste avant, son fiancé lui dit qu'il est préférable de ne pas se revoir et de se contenter de s'écrire jusqu'au prochain déplacement de son beau-père. De nombreux courriers sont échangés dans l'intervalle. Et lors du voyage suivant de M. Windibank, le beau-père, Osmer Angel, le fiancé, réapparaît et promet cette fois le mariage. Il y a tout un jeu de chaises musicales. Et ce qui est tout à fait patent à la lecture, c'est que Sherlock Holmes se forge une opinion assurée d'emblée. C'est-à-dire qu'on comprend entre les lignes qu'il a un pressentiment et que probablement il y a quelque chose de très précis entre le beau-père et l'amoureux. Donc je ne voudrais pas abuser de votre patience et à vous lire les choses. Vous lirez cette jolie petite nouvelle et vous en arriverez à percevoir que Sherlock Holmes, en comparant les lettres tapées à la machine du fiancé Osmer Angel et en observant que ces courriers ont les mêmes défauts sur les mêmes lettres que la réponse faite par M. Windibank à une invitation de Sherlock Holmes, ça veut dire se rendre à un rendez-vous dans son bureau, eh bien, il va s'apercevoir que le beau-père et l'amant et le fiancé sont une et même personne. Une machine à écrire a vraiment autant de personnalité qu'une écriture manuscrite. Il n'y en a pas deux qui écrivent de la même façon, s'exclame-t-il. C'est la preuve formelle qui vient confirmer les premières déductions dès la rencontre inaugurale. La jeune fille ne rencontrait son soupirant qu'en l'absence de son beau-père. Bref, Osmer Angel, le fiancé, et M. Windibank, le beau-père, déguisés, ne font qu'un. M. Windibank a monté cette supercherie dans le but d'empêcher sa belle-fille de quitter le domicile, ce qui lui aurait fait perdre, à lui et à sa femme, qu'il a épousée pour son argent, une assez grosse somme. La disparition dramatique du fiancé, à qui elle avait juré fidélité, n'avait pour but que de frapper l'imagination de la demoiselle pour qu'elle ne pose pas ses yeux sur un autre homme. Convoqué par Holmes,
le beau-père, James Windibank, ricane qu'il n'a violé aucune loi, mais il doit fuir avant de recevoir une correction d'un Sherlock Holmes outré qui prédit que cet homme-là sera un gibier de potence. Alors, si j'ai choisi cette vignette, cette nouvelle, c'est pour vous suggérer que Watson ne voit pas le désir incestueux de mademoiselle Sutherland pour son beau-père et pas plus celui de son beau-père, M. Windibank, pour sa double richesse de vierge dans son foyer et de riche héritière dont les rentes irriguent chaque mois le budget familial. Sherlock Holmes, à contrario, suspecte cet invisible d'emblée, dès les échanges premiers. Toutefois, les cliniciens présents ici ce soir, qui connaissent cette nouvelle, et puis peut-être ceux d'entre vous qui la liront dans les semaines qui viennent, eh bien, pourront observer dans cette affaire que les déductions de Sherlock Holmes restent fondées essentiellement et toujours sur les seuls éléments de réalité événementielle. Le fiancé n'est là que pendant les absences du beau-père, la machine à écrire, l'argent, et non sur les éléments de la réalité psychique du complexe d'Oedipe de la psychanalyse qui consiste à émettre l'hypothèse de la menace d'une liaison incestueuse dangereuse. Certes, le motif de la rencontre du consultant détective et la douleur morale induite par la disparition de son objet d'amour, mais le déchiffrement des indices ne porte explicitement que sur le registre de la réalité matérielle. Et alors, plus dommageable encore, c'est ça qui fait le plus mal pour nous les psychothérapeutes, c'est que Sherlock Holmes ne voit pas l'intérêt de raconter cette vérité que le beau-père et le fiancé étaient la même personne. Il ne voit pas du tout l'intérêt de révéler ça à cette jeune femme qui est venue le voir en détresse. Et il se contente de lui dire « Oubliez votre fiancé, il ne réapparaîtra jamais ». Et quand Watson trouve ça quand même un petit peu fort de café, eh bien, Sherlock Holmes a une réponse extrêmement phallocrate que je vous livre. « Si je lui raconte l'affaire, elle ne me croira pas. Vous vous souvenez peut-être de ce vieux proverbe persan qui dit « Il est en danger celui qui retire son petit à un tigre, mais également celui qui retire à une femme ses illusions. » Il y a autant de sagesse chez Hafiz que chez Horace et une connaissance du monde aussi profonde. Alors, et je finirai là-dessus, mais pourquoi tant de misogynie? Parce qu'il faut bien quand même se demander un petit peu. Je n'irai pas très loin, parce que ce serait sans doute une autre conférence, mais j'espère que ça nous donnera l'occasion au moins d'en discuter. On ne peut quitter, en effet, Sherlock Holmes, Watson et Conan Doyle sans s'interroger sur cette place accordée à la femme. Et en suivant cette piste, c'est finalement le père de Doyle qui envahira en négatif la scène occupée par une mère forte et possessive. Watson, contrairement à ce que tente de revendiquer si souvent Sherlock Holmes, est lui attiré par les femmes. Par exemple, dans Le Signe des Quatre, quand mademoiselle Morstan quitte les lieux après une remarquable exposition de l'énigme, Watson s'exclame « Quelle femme séduisante !» Et Holmes rétorque « Vraiment ? Je n'ai pas remarqué. » « Vous êtes vraiment un automate, une machine à calculer, m'écriai-je. Il y a par moments quelque chose de véritablement inhumain en vous. » Sherlock Holmes sourit avec douceur et déclame. « Il est primordial de ne pas laisser votre jugement être affecté par des qualités personnelles. Un client n'est pour moi tout au plus qu'un élément, un facteur dans un problème. Les considérations émotionnelles ne cadrent pas avec un raisonnement clair. Je vous assure que la femme la plus charmante que j'ai rencontrée fut pendue pour avoir empoisonné 3 petits-enfants afin de toucher leur assurance-vie. » Quant à la fin du roman, Watson annonce à Sherlock Holmes que mademoiselle Morstan lui a fait l'honneur d'accepter sa demande en mariage. Sherlock Holmes réagit de cette façon-là. Je le craignais, dit-il. Je ne peux vraiment pas vous féliciter. Je suis blessé par ce que vous me dites. Avez-vous quelque raison d'être mécontent de mon choix? Pas du tout. Je pense qu'elle est une des plus charmantes jeunes filles que j'ai jamais rencontrées. Mais l'amour est affaire d'émotion, et tout ce qui est émotionnel s'oppose à la raison froide et implacable que je place au-dessus de tout. Je ne me marierai jamais moi-même, de peur de voir que mon jugement soit biaisé.
Je suis certain, dit Jean Rion, que mon jugement résistera à cette épreuve. Mais vous avez l'air fatigué. Vous avez l'air fatigué, dit Watson très précisément à ce moment-là à Sherlock Holmes, qui marque le coup. Alors, il y a une exception. Il y a une exception. Tout ça semble bien cadenassé à une exception près et pas des moindres. Il y a en effet la femme, c'est dit comme ça, la femme, Irène Adler. Elle le nargue en étant plus forte que lui sur son propre champ d'expertise dans Un scandale en Bohème où elle met avec succès sa formidable intelligence au service du mal. Mais au-delà de la rivalité entre détectives du bien et du mal, Irène lui inflige une blessure plus profonde, irrémédiable. Elle choisit, quand elle quitte la pègre et décide de se ranger un autre homme que lui, à un moment où il est fou amoureux d'elle. Et c'est sur ces entrefaites, c'est sur cette unique et seule déception que Sherlock Holmes renonce pour toujours à l'amour et s'enferme dans le culte nostalgique d'une femme unique mais inatteignable, tout autant que dans une intellectualisation forcenée. Alors, eh bien, Doyle, il est né en 1859, il est le troisième enfant et seul garçon donc d'une fratrie de 10 enfants. Il vient un an après le décès en bas âge de Catherine la Seconde. On dirait aujourd'hui c'est un enfant de remplacement, mais je ne sais pas très bien quelle est la signification de cela dans l'Angleterre victorienne de cette époque, avec une mortalité infantile si différente. Son père, Charles Altamont Doyle, a 27 ans à sa naissance. Il a quitté Londres en 1849 pour prendre un poste à Édimbourg d'adjoint du chef de bureau des monuments historiques. Il complète son activité principale en faisant des illustrations, des tableaux et des croquis de grands procès criminels. Il ressemble plus à un dandy qu'à un employé de l'administration. Il cherche à conquérir un statut d'artiste sans y arriver. C'est un faible qu'il faut continuellement soutenir. Toute la famille s'inquiète pour son avenir, écrit un commentateur. Et à l'inverse, ses trois frères se distinguent en Angleterre. James est un écrivain réputé, Henry, un directeur de la National Gallery à Dublin, et Richard, un des plus célèbres illustrateurs de la revue Punch. Charles rencontre sa femme irlandaise Marie Follet chez sa logeuse dont elle est la fille. Et par contre, dit le fils Doyle, elle est dotée d'un tempérament ardent. Elle est cultivée, elle a une passion pour l'arbre généalogique familial et l'histoire. Elle a 22 ans à la naissance d'Arthur, qui va grandir dans, je cite Doyle, une atmosphère de courageuse et tonifiante pauvreté, selon ses propres termes, mais dans des valeurs de la dignité et de l'honneur de la chevalerie. Arthur devient logiquement papivore en lisant donc Ivanhoe de Walter Scott, une lecture identitaire. À 9 ans, Doyle part en pension chez les sévères jésuites, alors que son père glisse vers la dépression et s'adonne de plus en plus à la boisson. Il passe des heures loin de sa famille en partant pêcher le gardon. À 21 ans, Doyle débute ses études de médecine et son père est licencié de son poste suite à son alcoolisme. Et jeune médecin fraîchement diplômé, Doyle parle de la grave dépression de son père, de plus en plus souvent alitée et aggravée par des crises d'épilepsie fort difficiles à traiter à l'époque, dit-il. En 81, il est interné pour une cure de désintoxication, mais il s'échappe et devient violent. Il est alors placé à l'hôpital psychiatrique, le Crichton Royal Institution, à Dumfries, en Écosse. Et à l'occasion de cette hospitalisation, il va se mettre à dessiner et à peindre, et il va avoir une production incroyable, comme si l'hospitalisation lui permettait enfin un acte créatif qui n'avait pas pu se déployer jusqu'alors. Et en 1888, Doyle demande à son père, avec beaucoup de satisfaction, d'illustrer son premier roman, Une étude en rouge, ce qu'il fait en lui remettant 6 illustrations aux traits assurés et sans étude. Je n'ai pas réussi à trouver de peinture de cet homme-là. J'ai beaucoup cherché, mais je pense que je vais demander à quelques membres éminents de la Société française d'olmésologie pour revoir un petit peu la tête de ces peintures. En octobre 1893, son père meurt l'année donc où Doyle met fin au jour de Sherlock Holmes, comme on l'a vu tout à l'heure. Et Doyle écrira quelques années plus tard, et je crois que c'est vraiment une phrase importante, « La vie de mon père fut la tragédie des possibilités inaccomplies, des dons sous-exploités. »
Sa mère sera toujours sa plus fidèle lectrice et supportrice. Ils entretiendront une relation épistolaire très étroite où Mam raconte ses déboires avec son père et entre les lignes sa liaison avec le bon docteur Waller. Arthur fera de même dans le registre très intime quand jeune médecin désargenté, il se marie avec Louise Hawkins en 1885, la sœur d'une de ses rares patientes qui lui donnera 2 enfants. Il l'encouragera vigoureusement à persévérer en littérature. Et Doyle écrit effectivement l'année qui suit son mariage une étude en rouge. Et quand il rencontre en 1897 Miss Jean Elizabeth Leakey lors d'une soirée, il tombe éperdument amoureux d'elle. Alors il va dépenser beaucoup d'énergie, ça c'est la première, ça c'est la seconde. Il dépense beaucoup d'énergie à dire que cette relation est platonique. En tout cas, dans les lettres avec sa mère, on sent beaucoup plus d'ambiguïté que dans ses déclarations publiques. Au début de cette liaison, sa femme a alors 40 ans. Elle est de santé fragile, elle est atteinte par la tuberculose, et en 1906, une tumeur se déclare et entraîne une paralysie partielle. Elle s'affaiblit peu à peu, puis s'éteint le 4 juillet. Ce drame plonge Doyle dans un état de prostration proche de la dépression. Il se remarie l'année suivante, le 18 septembre, avec Jean Leakey et s'installe dans le Sussex, et il aura 3 enfants. Alors, à l'issue de cette esquisse biographique de Doyle, eh bien, c'est le soleil noir de Charles Altamont Doyle, son père, qui me semble imposer tragiquement ses puissants rayons d'un complexe du père mort, si vous me permettez. Doyle, à travers une écriture d'autant plus inconsciemment investie que considérée par lui comme une sous-littérature alimentaire, a renversé les possibilités inaccomplies, les dons sous-exploités de son père, en leur contraire avec la création d'un Sherlock Holmes extrêmement brillant, original, opiniâtre et performant. Pourtant, à en croire les aventures de Sherlock Holmes, cette revanche a un prix que j'espère avoir réussi à vous suggérer. La revanche opérée par Doyle avec Sherlock Holmes ne peut s'accomplir qu'avec la dépendance, et je crois que c'est un des mots-clés de ce que j'ai essayé de vous dire ce soir, la dépendance à la présence d'un garde externe du corps pulsionnel, des affects, des fantasmes et de la narrativité, qu'est fidèlement le bon docteur Watson, spécialiste du traitement de la lexithymie chez le surdoué. Mais là où le bas blesse, et je pense que c'est ça qui peut nous donner du grain à moudre à nous, psychothérapeutes et psychanalystes, là où le bas blesse, et c'est la limite de la comparaison avec le mythème analysant-analyste, c'est que ce cadre ne prévoit pas de processus d'intériorisation de la fonction garde du corps et de l'esprit des objets primaires externes. C'est-à-dire que dans le cadre clinique de Watson et de Sherlock Holmes, eh bien, la dépendance du consultant à l'égard des consultés est radicale. On ne peut pas s'en séparer. Il n'y a pas de processus de séparation et d'individuation rendu possible par le fait que la même personne puisse à la fois vivre une réalité psychique affectée et en être à lui-même et aux autres son narrateur, par identification avec le processus de la cure dans le meilleur des cas. Alors la différence entre le détective et le psychanalyste serait donc peut-être là. Le consultant du détective ne peut pas prétendre s'approprier son art, l'analysant n'est pas à l'abri d'y arriver. Au bout du compte, si bientôt chez votre libraire et ou face au mille et un tableaux de trajectoires anaclitiques, de processus limites ou encore de choix d'objets homosexuels de notre clinique quotidienne, eh bien si vous pensez à Irène Adler, à Sherlock Holmes, à Watson et Moriarty, s'ils traversent votre esprit, alors eh bien, je crois que notre rencontre de ce soir prendra sens. Je vous remercie de votre attention. Alors merci bien sûr. Merci à Maurice surtout de m'avoir confié une nouvelle fois cette tâche impossible. Alors je suis désolé parce que ça sera, peut-être que de là justement du contraste naîtra une suite intéressante. Alors je vais partir en association très libre. Alors Sherlock Holmes, un super-héros, un moi idéal, sans peur et sans reproche, un Bayard, un D'Artagnan, un Robin des Bois, un justicier désintéressé, un solitaire, un pur, ni compromis, ni corrompu, sans attache ou presque, sa logeuse, et maintenant je comprends mieux pourquoi la logeuse, son ami le Doc Watson, comme le guitariste, sans famille ou presque, puisque donc ils sont famille,
frère, dont je comprends mieux maintenant aussi le rôle, a un brillant cerveau au mécanisme parfaitement huilé, un œil affûté, acéré, une vision panoramique à qui rien n'échappe, une hyperesthésie, effectivement, qui fait penser au surdoué, une attention attirée par le moindre détail, mais jamais captive, mobile, souple, en mouvement permanent, perpétuel. En même temps, Sherlock est une silhouette, est un profil de dimension. Donc un super-héros, un surhomme de l'époque de Nietzsche, un drôle d'homme, un drôle d'oiseau. Aucun doute sur son appartenance au genre masculin. On ne va pas soulever cette question-là. Aucun doute sur son appartenance nationale. Il est british, so british. Mais il ne semble pas avoir la moindre attirance sexuelle au sens génital, soi-disant, ni pour les dames, ni pour les messieurs, honni soit qui mal y pense. Donc un drôle d'homme, sans passer ou presque, et une curieuse ascendance au passage, puisque pour rajouter quelque chose, je suis content, quelque chose dont vous n'avez pas parlé, monsieur Missonnier, il a un ascendant français, soyons frères, soyons fiers, pardon, soyons frères, soyons fiers. Un vrai, un réel, un véritable peintre français, peut-être, je nous en dirai pas. Vernet, comme les lunettes, Vernet. Des parents, donc, les parents de Sherlock, soi-disant propriétaire terrien qu'il n'évoquera, je crois, jamais, ni ne rencontrera jamais dans ses aventures. Ni femme, ni maîtresse, donc ni enfant, évidemment. Alors, Sherlock est-il un rêve incarné, une assurance tout risque? C'est amusant ce terme que vous avez utilisé tout à l'heure. Une assurance tout risque, ou presque, c'est le dernier recours, c'est la police parallèle. Il n'est pas obligé de faire du chiffre, lui. Il adapte ses tarifs, lui. Il est respectueux du client. Je pense à ce que l'ordre des médecins vient de nous faire. Un as, c'est un as du déguisement, vous l'avez un tout petit peu esquissé. Il a un flair incomparable. Mais, bien évidemment, j'en étais arrivé à l'idée que Sherlock Holmes est le mystère et l'énigme centrale. C'est celui qui résout les énigmes, mais c'est lui, bien entendu, l'énigme fondamentale. Sa seule passion, donc sa seule raison de vivre, ce qui le mobilise, ce qui le sort de sa léthargie, ce qui l'anime, serait l'amour de la vérité, le retour au calme, le retour à l'immuable, clore l'enquête, coffrer, refermer la boîte de Pandore, revenir à la totale sérénité, au self-control. C'est vrai que ce qui impressionne et ce qui suscite une envie grandissante avec l'âge, c'est cette capacité de distance, cette discrète supériorité, cet humour, cette causticité, ce discret dédain, ce côté un peu narquois, ce port aristocratique, cet aspect intouchable, imperturbable, insensible. Mais en même temps, j'en suis arrivé à l'idée, alors bien sûr, puisque vous travaillez sur le fœtus, enfin entre autres autour du fœtus, alors est-ce qu'il serait une sorte de personnage non né, non éclos, fasciné par les scénarios écrits par les autres, qu'il distrait ainsi de lui-même, qu'il divertisse, qu'il console? Alors, une des questions, mais vous y avez bien sûr déjà un peu répondu, c'est Sherlock Holmes souffrait-il? Souffre-t-il? Autre question, n'étant pas un érudit de l'ensemble de l'œuvre, du canon, Sherlock Holmes évolue-t-il? Se transforme-t-il? Apprend-il de l'expérience, à la différence du psychopathe? Apprend-il de son existence? Autrement dit, gagne-t-il en chair? Gagne-t-il en épaisseur, en densité, en complexité? Ou alors est-il une sorte d'archétype, donc du personnage, un peu ce que vous avez dit, une sorte d'attracteur comme ça pour toutes les projections, un peu comme d'autres personnes que je ne citerai pas, ces gens magnifiques qui nous rendent plus malins, plus instruits, plus sécures, plus confiants, rarement plus modestes, mais en même temps qui nous rendent plus actifs et plus vivants. Alors, je disais, en lisant certains de vos textes, vous avez, je ne sais pas si vous en êtes l'inventeur, parlé je crois, du paléonarcissisme. C'est Béla Gomberger, ça. Fœtus. Alors, vous êtes donc un spécialiste en archéo, paléo, proto-narcissisme. Et alors, Sherlock n'est-il pas, comme nous le fûmes, avant d'être temporalisé,
à la découverte, à la recherche, en quête de la permanence de l'objet, tout simplement. Tu as avant tout d'équilibre, de constance, de retrouvailles. Moi, quand j'écoute les gens, quand je regarde les enfants, j'essaie de les situer quelque part dans une sorte de, comme ça, de tableau développemental. Et alors lui, je me demandais alors, est-ce qu'il attend la venue d'un visage? Est-ce qu'il attend de se lever? Qu'est-ce qu'il attend? En fait, il a l'air d'attendre des gens, oui, qui viennent le solliciter, des gens animés, des gens en quête. Alors, est-ce qu'il croit savoir pourquoi? Est-ce qu'il croit savoir de quoi ont-ils besoin? En tout cas, il m'a donné l'impression, oui, c'est ça, d'être peut-être encore immergé dans son amnios. Et alors, clin d'œil à Maurice, peut-être est-il un des rares qui ne soit pas encore imprégné par le sexe. Voilà. Bon, merci beaucoup Sylvain. Extrêmement convaincant, dense. Pas beaucoup d'espace pour introduire quoi que ce soit, y compris le sexe. On va essayer quand même. Mais bien évidemment, même s'il nous reste peu de temps, nous passons immédiatement la parole à la salle. Il n'est pas question que la discussion ne se passe que sur cette table. Une question, un commentaire, une nuance, une piste qui n'aurait pas été abordée, un fil qui n'aurait pas été tiré. Oui ? Je précise tout de suite que je suis holmécien et pas du tout psychanalyste. Alors, je vais d'abord dire à l'orateur qui a semblé s'intéresser aux peintures de Dorel Père. Bon, c'est pas Société Charles Comme de France qui en possède et qui pourra vous donner grand-chose là-dessus, mais il y a une vingtaine d'années, il y a eu à Londres une exposition très intéressante sur le thème des peintres victoriens et des fées. Les fées étaient un grand thème de la peinture victorienne. Et dans cette exposition, il y avait plusieurs œuvres de Dorel Père sur les fées. Si vous voulez bien me laisser votre mail après la conférence, je me ferai un plaisir de vous envoyer les références de ce livre que je n'ai pas dans la tête, mais que je possède. Par ailleurs, j'en profite. Alors ça, c'est vraiment un tout petit détail pour avoir l'air de vous chercher noise, mais vous avez dit une fois ou deux que Dorel était écossais. Il n'était pas écossais. Il est né à Édimbourg, il a fait ses études à Édimbourg, mais la famille était irlandaise. Pas pour rien d'ailleurs qu'ils étaient catholiques. Oui, oui. Donc ils étaient tout à fait irlandais. Bon, c'est tout à fait un petit détail. Oui, c'est vrai. Alors maintenant sur... Bravo pour ce détail. Peut-être pas. Bon. Enfin, le catholicisme de la famille Dorel est très lié à leurs origines irlandaises. Bon, en ce qui concerne votre conférence elle-même, je dois vous dire que je regrette un peu, mais j'ai été très vite largué, comme on dit, ne possédant pas le vocabulaire d'une richesse assez éblouissante que vous avez sur le thème de la psychanalyse, que encore une fois, je ne connais pas. En plus, vous parlez, vous lisez très vite, ce qui n'arrangeait rien. Cela dit, je serais extrêmement intéressé à la lire à tête reposée si elle est publiée d'une certaine façon. Bon, j'ai tout de même une question à vous poser. Vous avez évoqué plusieurs cas de figure des relations Holmes-Watson, maître impétrant, psychanalyste patient, aîné cadet, etc. Bon, j'étais un petit peu surpris que vous ne fassiez qu'une... Ou alors vraiment une petite allusion à un thème qui a fait couler énormément d'encre, qui est l'homosexualité supposée ou inconsciente de ces deux personnages. Et voilà, je voudrais savoir ce que vous en pensez, dans quelle mesure ça s'insère dans votre raisonnement. On répond tout de suite. Et par la dernière question, Arbrousse-poil. Alors, il est certain que pour qui s'intéresse
à ce qu'on appelle chastement le choix d'objet homosexuel. Il y a dans les relations entre Sherlock Holmes et Watson et vice-versa un certain nombre d'ingrédients qui collent à merveille avec l'orthodoxie freudienne. Quand vous prenez les premières définitions freudiennes, mère forte, père en retrait, il y a là une autoroute qui peut aller en direction de l'homosexualité. Ce que j'ai essayé de vous dire ce soir, sans du tout m'opposer à cette hypothèse, c'est qu'il me semble qu'il y a quelque chose de beaucoup plus archaïque dans ce qu'on pourrait peut-être appeler le complexe du père mort chez Doyle, c'est-à-dire quelque chose qui se situe d'avant la différenciation des sexes, quelque chose qui est saturé d'investissement, parce qu'un petit homme à la naissance, il est vraiment dépendant pour sa survie de ses gardes du corps autour, et donc c'est un vampire qui est avide de liens qui peuvent le maintenir en vie, et de réciprocité, et de liens intersubjectifs, mais je pense que, comme j'ai essayé de le dire sans doute de façon trop rapide, c'est la fonction qui va lui permettre de tenir. C'est-à-dire que je pense que le débat fort passionnant de la différence des sexes sera très rapidement à l'ordre du jour de ces évolutions, mais dans les premiers temps, dans ce qu'on pourrait imaginer la mythologie de ces premiers temps, de ces premiers chapitres, c'est quelque chose qui n'est pas central. Donc oui, sans doute, il y a à l'évidence quelque chose qui a un rapport avec l'homosexualité, mais en tout cas, le fait que ça ne donne pas lieu à une mise en acte sexué génitalisée, le fait que la sublimation et que l'excitation restent psychiques entre ces deux hommes, bon, ça conviendrait très bien à la théorie freudienne qui dirait que l'excitation qui au départ s'est instruite avec les objets premiers infantiles a été déplacée sur les hommes, mais je pense qu'elle ne correspond pas en l'état à quelque chose qui est acté. Par contre, effectivement, je crois que si on imagine avoir Doyle en analyse et qu'il associe librement sur ce qu'il en est de ces figures de double, je pense que oui, l'homosexualité est là très, très prévalente, hein, assurément. Donc voilà, donc oui et non, dans quelque chose d'assez normand. Alors justement, en parlant d'Irlande, c'est vrai qu'ils sont allés passer le premier couple, leur lune de miel en Irlande. C'est vrai que l'Irlande est très présente chez Madame, sa première femme, mais c'est vrai aussi que j'ai cru comprendre qu'il y avait chez les ancêtres de cette famille des Normands, de notre Normandie à nous, hein, qui avaient fui cette zone à cause de la Réforme et qui s'étaient réfugiés en Angleterre. Donc il y a une partie irlandaise, mais il y a aussi une partie hexagonale catholique qui va se réfugier à Édimbourg. Et c'est vrai aussi que j'ai lu un certain nombre de travaux qui insistent sur le fait que la mère, bien qu'irlandaise, avait quand même eu des identifications très fortes avec le mouvement, on dirait peut-être aujourd'hui, c'est un peu trop fort, mais autonomiste de l'Écosse. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait dans le mouvement d'autonomie de l'Écosse quelque chose qui sans doute était très, très analogue avec ce que l'Irlande n'arrivait désespérément pas à faire à cette époque-là, puisqu'elle était sous le joug écrasant impérialiste d'une Angleterre qui l'avait sous sa botte. Oui, alors oui, le nom de Doyle est une dérivation de Douville, d'apostrophe Ouville, la région de Ouville, d'où vient la famille originaire. Oui. D'autres questions? Oui, s'il vous plaît. On va faire un jeu de mots sur Doc et Doyle. Oui, alors votre exposé très riche m'a fait gamberger un petit peu. Les associations comme ça qui sont venues. Alors j'ai pensé à Hitchcock et puis à toute la culpabilité
qu'il peut y avoir dans l'œuvre de Hitchcock, en me disant qu'il y avait peut-être un peu de ça quand même aussi dans Sherlock Holmes. Alors, je le vois un peu comme un personnage surmoïque. Et puis, bon, en défense contre un père dépressif, donc hypomane, hyperactif, etc. Alors, il peut avoir les deux aspects du personnage. Et puis, je me posais des questions par rapport à sa situation familiale, où il est l'aîné des garçons, c'est ça, de la famille. Le seul garçon. L'aîné de la famille. Oui. Non, il n'est pas l'aîné. Il est le troisième. Troisième. Il est Donc il y a deux sœurs. Deux sœurs. Il est l'unique garçon. Voilà, c'est ça, Il y a l'aîné 9 des filles garçons. et lui. Et Voilà. lui, le troisième. Voilà. Et donc, quelle relation il pouvait avoir avec sa mère pose la question quand même. Je me disais, Oedipe et le Sphinx. Quelque chose d'un peu incestuel, peut-être, je ne sais pas. Bah, pose la question. On était parti de la diade de Mère Enfant. Là, on se retrouve. Parce que c'est quand même la problématique au moment où son père meurt. Enfin, un père qui est, dans le fond, un père faible, etc. Il a peut-être eu envie de prendre sa place, de le tuer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait mourir son héros. Tout à fait. La correspondance qu'il entretient avec sa propre mère est très troublante. Il y a quelque chose d'incestuel, dirions-nous. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, elle lui parle beaucoup du mal-être qu'elle a vis-à-vis de son mari, son père, et lui est dans une proximité, une intimité, une trop grande proximité quand il lui raconte ses histoires avec sa première femme, et a fortiori quand il lui raconte qu'effectivement il est tombé fou amoureux de Jean Leckie, et comme c'est un brave homme et qu'il est fidèle et qu'il est loyal, il va rester avec la première. Il va attendre qu'elle meure, ce qui ne manquera pas de se produire vu qu'elle est hautement tuberculeuse. Mais ne l'a-t-il pas tué en tout ayant cas, une liaison avec une la autre? tuberculose s'en chargeait. Et voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Peut-être aussi du côté, quelque chose que je n'ai pas dit, mais on trouve dans cette correspondance le fait que sa mère était contre le fait qu'il tue Sherlock Holmes. Elle s'est dit explicitement. C'est-à-dire que je pense que cette femme-là, je me l'invente comme ça, je vous le formule comme ça, avait perçu quelque chose de l'ordre de la toxicité des identifications à son père, enfin du fantôme de son père chez ce type-là, chez son fils, et elle l'avait à l'œil quant à sa possible destructivité. Et elle adorait Sherlock Holmes, et elle n'avait de paix et de cesse que de lui dire, elle était sa première lectrice, c'était une fan de Sherlock Holmes, et elle n'avait de paix et de cesse que de lui dire qu'il ne fallait surtout pas toucher à Sherlock Holmes. Donc, comme si elle avait aussi compris assez précocement qu'il y avait quelque chose de précieux là, qu'il ne fallait pas annuler, qu'il ne fallait pas attaquer. Il est le héros de sa mère. Ça, c'est certain. Et donc, l'homosexualité latente s'explique bien comme défense par rapport. C'est sûr que si on prend le déroulé des grands premiers textes freudiens et post-freudiens des deux premières générations, des travaux sur l'homosexualité, ça colle. Mais je pense qu'entre-temps, il faut quand même relire tout ça à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui sur les ancrages précoces. Il faut le dire sans déni de ce que ça peut représenter ultérieurement de fortement sexualisé et de choix d'objets sexuels. Mais c'est comme un millefeuille, vous savez, c'est pas parce qu'on parle des couches précoces qu'on ne parle pas des couches plus aériennes. Elles sont là les unes et les autres. Il y a eu le deuil maternel quand même avant sa naissance, je ne sais pas combien de temps avant, de cet enfant qui est décédé. Oui, alors ça si vous voulez, pour être si souvent confronté, parce que c'est ma clinique en périnatalité, à des situations contemporaines d'enfants de remplacement,
Je reste extrêmement prudent à cet égard. J'aimerais discuter avec des historiens de l'ère victorienne, avec les historiens qui nous parlent des familles de ce siècle et de la mortalité infantile. Je pense qu'il faudrait se méfier, là comme ailleurs, de projections rapides, de plaquages, des refrains entonnés aujourd'hui sur l'enfant de remplacement sur cette époque-là. Sans doute que ça faisait trace, sans doute que être l'enfant d'après une enfant décédée en bas âge, ça ne pouvait que correspondre à des représentations chez les uns et chez les autres. Mais je ne suis pas sûr qu'il faut plaquer ce que nous, contemporains, urbains, occidentaux, nous avons actuellement en tête à ce sujet-là. Merci. Une autre question? Urvi, spécialiste de Stevenson. Oui, justement. Ah oui, je sens bien, hein? C'est un peu. Je sens bien que tu l'as la question. C'est un peu en marge de la discussion. Mais au passage, c'est vrai, vous vous servez de Stevenson et de Jekyll et Hyde un peu comme faire valoir, disant que c'est un roman qui met en jeu les forces du bien et les forces du mal. Alors là, je ne suis pas d'accord du tout. Alors, dites. Non, mais on va développer là-dessus. C'est beaucoup plus subtil. Il n'est pas du tout un écrivain moralisateur, tant s'en faut. Et pour montrer qu'il se penche sur une conflictualité entre sociabilité et sédition ou subversion, dire les choses dans les termes modernes, un détail, quand Jekyll, à la fin de la nouvelle, qui reste une nouvelle absolument fascinante, enfin, je trouve, est verrouillé dans la forme Hyde, qui cherche à y échapper, il n'y arrive pas. Il court tout Londres pour acheter les ingrédients chimiques pour fabriquer la solution qui doit s'injecter pour redevenir le bon docteur Jekyll, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il a acheté les substances chimiquement les plus pures. Or, c'était les impuretés qui rendaient la solution efficace. C'est juste un petit détail, mais bien dans la veine stevensonienne, qui montre que on ne peut pas le réduire à un simple jeu des forces du bien et du mal. Eh bien, bravo, monsieur Urvi. Pourquoi faut-il qu'on vous sollicite? Alors, la solution est impure. Bien sûr, la solution était impure et le fameux bouquin, La solution à 7%, qui est la référence en matière de dosage pour la cocaïne. Alors, avant de venir à cette question, juste pour dire que j'ai bossé un petit peu, il y a une piste que miraculeusement tu n'as pas prise, mais tu as dit tellement de pistes. Il y en a une qui me plaît en tout cas beaucoup. Ça me permet de répondre à mon ami Denis sur la question du sexe, qui veut évacuer pour des raisons que j'ignore. Le père de Conan Doyle a rencontré la mère chez sa logeuse, et il a épousé la fille. Et le malheureux, il lui est arrivé cette chose que tu as évoquée, le fameux Walline, avec un W, qui a été logé chez la mère, et qui est devenu son amant, et elle sa maîtresse, et les confidences étaient des deux côtés. Lui, il lui disait ses affres, mais elle lui disait les siennes aussi. Ce Walline en question est le médecin qui a initié la vocation de Doyle à devenir médecin. Ah, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement. Bon sang, mais voilà. bravo. Tu vois, je l'ai vu 2 fois celui-là, et j'ai pas pigé que c'était le même. C'est le Walline en question. Et alors la deuxième chose, donc il y a du sexe, mon cher. Suffit de le. Et alors la solution à 7% de Nicolas Meyer est une fiction, est une fable. Mais elle aboutit à cette fameuse rencontre que tout le monde souhaitait, visiblement, entre Sherlock Holmes et Sigmund Freud. Et Sigmund Freud trouve la solution, qui m'apparaît tout à fait bonne à la lumière de ce que je viens de dire, puisqu'il arrive à faire sortir chez Sherlock Holmes un souvenir d'enfance, qui est, on pouvait s'y attendre, le fait que le petit Sherlock Holmes, quand il était jeune, a ouvert la porte et il a vu le professeur Moriarty avec sa mère. Ce qui explique qu'à la fin, il tue son père, mais il tue Moriarty ensemble. Dans une épousaille, ils tombent ensemble. Cette solution à 7% me va tout à fait bien. Tout à fait bien par rapport à cet échange d'intimité entre les deux qui est très net dans la correspondance entre Conan Doyle et sa mère. Voilà le point, moi, que j'avais noté. Il y en avait un autre, mais je l'ai oublié. Bon. Sylvain ?
Sylvain, oui, tu... Peut-être dire un mot à ce que Denis a, Si, a monsieur, vraiment... attends, Ah oui, pardon. Oui, Encore une question. donnons la parole aux questions. à la salle. Oui, c'est juste, je voulais juste revenir sur, dans les thèmes abordés, il y avait justement les comparaisons entre le couple Holmes-Watson et un couple adulte-enfant ou maître-élève, etc. Et si j'ai bien compris, dans le couple enfant-adulte, finalement, ce serait Watson l'adulte et Holmes l'enfant, si j'ai bien compris. Et alors, c'est étonnant parce que de prime abord, quand vous avez évoqué l'idée de parler d'un couple adulte-enfant, je me suis dit tout de suite, ça va être Holmes présenté comme l'adulte, puisque c'est lui qui détient le savoir, la bonne parole quelque part, c'est lui le cerveau du couple, par rapport à Watson qui est un petit peu attentif, émerveillé, qui se dit toujours, waouh, il est trop fort ce Holmes. Et alors finalement, est-ce que le couple peut pas aussi être renversé dans l'autre sens? Et puis alors, je joue le jeu. Qu'est-ce qu'un psychanalyste peut dire d'un couple comme ça qui peut être renversé aussi facilement entre finalement enfant, parents, enfants? Qu'est-ce que ça? Est-ce que ça a une signification? Parce que j'y connais pas grand-chose non plus en psychanalyse. Donc, voilà. Oui, vous avez de C'est les l'intuition. rois de la culbute, c'est tout ce qu'on peut dire. En tout cas, vous avez de l'intuition. Hein. Vous n'êtes pas psychanalyste, mais c'est vraiment intéressant les deux pistes que vous évoquez. Cette réversibilité, je pense qu'elle est inhérente à la condition, si je peux dire, des doubles, hein, de la gémellité. S'il n'y a pas cette possibilité plus ou moins forte de réversibilité, de culbute, je pense qu'on n'est pas dans une authentique figure du double. Mais c'est vrai que globalement, il me semble qu'il y a plus du côté de ce rapport générationnel-là. Et je pense que les meilleurs arguments, on pourrait les trouver dans ce que j'ai essayé de dire sur les rapports de fratrie. Sherlock Holmes ayant vraiment quand même le profil du puiné qui va inventer des usines à gaz avec beaucoup de créativité pour démontrer que, bien sûr, son frère en sait plus, mais que finalement il en sait moins parce que il a moins d'énergie, il a moins de volonté de démontrer qu'il doit être impérativement aimé par ses parents et la terre entière. Et comme si cette démesure, cette suractivité devait faire acte de supériorité. Hein. Mais c'est un tour de passe-passe. Je rajouterais qu'en effet, vous avez beaucoup d'intuition parce que quand vous avez un parent déprimé, surtout dans une relation père-fils, si la dépression paternelle ne vous tue pas, elle vous rend plus fort, puisqu'elle vous transforme en nourrisson savant qui devait décrypter cette dépression paternelle, ces nuages derrière lesquels se cache un orage. Et si vous avez un certain nombre de dispositions, probablement, vous devenez un objet étayant, réparateur, vous êtes parentifié, vous prenez la place du parent très tôt. Ça n'est pas sans risque, y compris d'avoir besoin de se calmer avec un peu de cocaïne ou d'autres choses, mais cette dimension-là de nourrisson savant face à un parent déprimé est un grand classique, oui, ça donne de très grands analystes. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est... Bien sûr, ça marche, ça marche. Alors, est-ce que j'ai un fantasme ou alors est-ce que c'est le film ou est-ce que dans Scandale en Bohème, Irène, elle meurt, mais elle meurt enceinte. Alors, c'est dans le film, parce que dans la nouvelle, elle ne meurt pas du tout. Non, et c'est dans le film, justement, enfin, dans ma perception de la nouvelle, ce qui rend foudrage Sherlock Holmes, c'est qu'elle revient dans le droit chemin, mais avec un autre homme. C'est-à-dire que non seulement elle quitte les forces du mal, et ça je pense que pour lui c'est un vrai problème, dans ce jeu de complémentarité et de possibles rêveries sexuelles d'un coït bien mal, et en plus elle fait ça avec quelqu'un d'autre que lui. Donc ça c'est... Et là on sent qu'il est en tout ou rien, là on sent qu'il a des amortisseurs très peu souple. C'est bon. Peut-être juste dire un mot, excuse-moi, à Denis qui a vraiment
avec comme ça, je trouve beaucoup de profondeur et de légèreté à la fois, a dit des choses tout à fait intéressantes. Le surhomme nietzschéen. Alors ça, c'est formidable. Hein. J'y ai pensé à 2-3 reprises en me disant, oula, ne va pas de ce côté-là, ce serait trop compliqué. Mais reprendre posément un certain nombre d'éléments qu'on a pu poser ce soir et les passer au crible avec vraiment assiduité du surhomme nietzschéen, ça serait vraiment intéressant. D'autant plus que il me semble que justement, entre le personnage non né, paternel, hein, celui qui aurait pu donner ceci ou cela, celui qui avait des potentialités, des virtualités, mais qui ne les a pas développées, et la réaction démesurée de Sherlock Holmes, le surdoué, la création de Doyle qui vient comme un antidote à ce non exploité, il me semble qu'il y a quelque chose du même ordre chez le surhomme nietzschéen qui est quand même très souvent, en tout cas moi quand j'étais nietzschéen à 20 et quelques années, quand je faisais de la philo, la mort de Dieu et l'adolescence se charge de vous mettre dans une démesure, c'est-à-dire qu'on en fait toute une affaire, le fait que Dieu est mort, et donc ce qu'on va construire va être marqué du sceau de l'hubris en permanence, quoi. Et il me semble que Sherlock Holmes et le surhomme ont ça en commun, être le fruit de concepteurs dans l'hubris. Bon. Alors, la progression, l'hubris, la démesure, la démesure. Luxure. Alors, la progression maintenant, sans doute trop vite, bon, mais ça c'est une projection probablement aussi de psychothérapie.